Donc bienvenue au local La Commune, 17 rue de Châteaudun, ouvert les mercredis et samedis de 14h à 18h. C'est un local militant dans lequel on organise régulièrement, à minima une fois par mois, des événements publics comme ce soir, et cet après-midi plutôt. Et cet après-midi, du coup, on va accueillir Guillaume Davranche qui va nous parler de son livre 10 questions sur l'anarchisme aux éditions Libertalia. Mais juste avant, comme cet événement public est organisé par la Fédération anarchiste, le groupe La Sociale de Rennes et le groupe de Rennes de l'Union communiste libertaire, on va pouvoir d'abord présenter l'Union communiste libertaire. C'est moi qui me présente. Attends, je vais bien devant parce que sinon on va se casser les. Hop. On va faire rapide. L'Union communiste libertaire, c'est une organisation à l'échelle qui est une organisation communiste libertaire, du coup, donc qui a une filiation plutôt historique et politique avec l'anarchisme. C'est une organisation qui est présente principalement en France, un peu en Belgique, en Suisse aussi, qui s'organise à l'échelle des groupes locaux, donc de la ville, et à l'échelle fédérale. Donc c'est une fédération, les groupes locaux s'organisent. C'est une organisation révolutionnaire, c'est-à-dire qu'il y a une vocation de transformation sociale, transformation profonde de la société par l'abolition du capitalisme. Entre autres, l'abolition du capitalisme, du patriarcat, de tous les systèmes d'oppression, des systèmes racistes, patriarcaux, etc. On pense que cette transformation sociale, elle se fait pas seule. On pense qu'on doit agir politiquement pour le faire, et c'est la vocation, de l'organisation. Où est-ce qu'on peut, en fait, on nous trouve beaucoup dans les mouvements sociaux. On a aussi un journal que vous allez trouver à la table de presse, que je donnerai aujourd'hui. On est aussi trouvable sur les réseaux sociaux, notamment Insta. On a aussi un livre, un site internet sur lequel il y a nos événements, notre analyse de l'actualité, etc. Et pour être un poil plus dans la pratique aussi, on se fonde principalement sur l'autogestion. Et on pense que notre projet de société, il se fait à la fois dans la destruction des oppressions, mais notamment par et pour l'autogestion, donc la gestion des travailleurs et travailleuses, toutes les personnes qui composent notre espace social, qui se gèrent elles-mêmes sans hiérarchie, sans patron et sans capitalisme. Voilà. J'ai l'impression que j'ai à peu près le principe. Je laisse la F se présenter. Bah, du coup, sans trop répéter ce qu'a pu dire camarade pour l'UCL, parce qu'on a des positions qui peuvent se rapprocher sur pas mal d'aspects. L'abolition de l'État, contre le racisme, contre le sexisme, le fait d'être une organisation révolutionnaire. Donc je vais plutôt pointer du coup les quelques différences qu'on peut avoir. À la différence par exemple de l'UCL, à la Fédération anarchiste, en gros on est anarchiste aussi, puisque c'est dans le nom. Et la différence c'est que nous, notre lien fédéral c'est en gros des principes de base, et c'est le seul lien politique commun, en plus de l'organisation, qui nous relie. C'est-à-dire qu'il y a du mouvement anarchiste très large, de plein d'écoles anarchistes différentes, qui se retrouvent au sein de la fédération anarchiste, que ce soit des syndicalistes, que ce soit des militants plus autonomes, des militants plus individualistes. On peut être individualiste et à la fédération anarchiste, là où à l'Union communiste libertaire, on est communiste libertaire. Tu m'arrêtes. Donc voilà, voilà pour les différences principales. On a aussi un journal qui est aussi sur la table de presse, qui est Le Monde Libertaire, qui est comme l'alternative libertaire, qui est mensuel et qui rassemble des articles de plein de personnes de la fédération et au-delà. Et on s'organise du coup au sein de groupes, mais aussi avec du coup, comme on revendique les individuels, il y a des gens qui peuvent être individuels à la fédération anarchiste et y prendre toute leur place. La différence ici qu'on peut avoir, c'est que dans notre modèle de fonctionnement interne, on fonctionne au consensus. Il faut pas l'unanimité, le consensus, c'est-à-dire qu'il ne faut pas forcément que tout le monde soit pour, et il faut que personne soit contre. Ça pointe aussi une différence de fonctionnement. Sinon, pour le groupe La Sociale de Rennes, vous pouvez nous retrouver généralement dans ce local, on est régulièrement présent. Et sinon, dans les luttes, dans les mouvements sociaux. Voilà, moi je pense que je finis aussi pour la F1. Donc
à Guillaume. Ok, bonjour à toutes et à tous. Écoutez, merci aux camarades de Rennes de m'avoir invité à présenter ce petit livre. Effectivement, il est sorti en 2020 chez Libertalia et en fait c'était un livre de commande. Pour tout dire, voilà, les éditions Libertalia m'ont demandé est-ce que ça te dirait pas, enfin voilà, on est la seule maison d'édition à pas avoir un livre sur l'anarchisme, grand public, pédagogique, alors que tout le monde a ça sauf nous, c'est quand même un paradoxe. Est-ce que tu voudrais pas nous produire un truc, voilà. Je leur ai dit, écoutez, je pense que c'est nécessaire, effectivement, je suis prêt à relever le gant. On va juste réfléchir à comment on s'y prend et tout. On a bien réfléchi et on s'est dit que la meilleure formule, c'était effectivement 10 questions. C'est-à-dire, alors c'est le premier, du coup, c'est le premier volume qui a initié leur collection ensuite par la suite. Parce que je leur ai dit 10 questions, ça me semble vraiment pas mal. Ça permet de faire un traitement thématique, en fait. Et puis surtout, ça permet, sur chaque thématique, de parler du passé, du présent, du futur. Voilà, donc ça évite de faire un truc, vous savez, genre un truc d'historien, quoi, linéaire, depuis les origines jusqu'à nos jours. Et puis, ça permet aussi d'avoir un point de vue personnel. Voilà, parce que, voilà, j'ai dit aux copains de Libertalia, vous me connaissez, moi, vous savez que je suis communiste libertaire, j'ai toujours été, donc je ne vais pas vous faire un truc genre universitaire qui surplombe le truc et qui prend des pincettes et tout. Non, je vais faire un truc un peu engagé, quoi. Forcément, j'ai un point de vue, actif, quoi, en fait, sur un certain nombre de sujets du mouvement anarchiste, quoi. Voilà. Donc, ok, on fait comme ça, pas de problème. J'ai fait le boulot. J'ai fait le boulot. Ça a l'air de rien, mais 120 pages, ça m'a pris 2 ans quand même. Enfin, 110 pages même. Parce qu'en fait, l'ambition, c'était pas de faire un livre où, en gros, j'allais juste je voulais pas faire un livre UCL, quoi, si vous voulez. Je voulais pas faire un livre qui soit mon point de vue à moi. Je voulais vraiment essayer de trouver le point d'équilibre consensuel quelque part. Enfin, voilà, qu'on retrouve dans le mouvement anarchiste depuis, je dis pas forcément les origines, mais aussi dans le mouvement anarchiste actuel, quoi, contemporain. Et donc, sur les grandes questions, donc, comme je vous disais, c'est en 10 chapitres. Hein, donc, il y a la question démocratique, c'est-à-dire comment on pense l'organisation politique de la société, la question économique, la question du féminisme, de l'écologie, la question voilà, de l'internationalisme, comment on l'envisage, et puis sur les histoires également de stratégies d'intervention révolutionnaire. D'organisation, voilà. Je voulais faire un truc où à chaque fois on retrouve soit vraiment ce qui est le noyau consensuel qu'on retrouve globalement dans le mouvement libertaire, soit présenter les différentes options aussi qui existent. Mais pas faire un truc Wikipédia non plus, ou un truc Wikipédia, un espèce de... J'adore Wikipédia, hein. Voilà, j'adore Wikipédia, mais des fois le problème qu'il y a aussi, c'est quand il y a de l'encyclopédisme ouvert, n'importe qui va vouloir ajouter son grain de sel, et même quand vous avez une espèce de micro-branche archi-marginale de l'anarchisme qui existe, elle a droit des fois à un pavé grand comme ça, alors que ça représente 3 Pékins dans l'histoire. Donc pareil, je me suis forcé de me concentrer sur le mouvement anarchiste et le mouvement libertaire réel, quoi, j'ai envie de dire. Voilà. Celui qui a vraiment eu ou qui a une activité, où il y a une traduction matérielle, pratique de ces idées. Bref, il y a plein de façons de rentrer dans le bouquin, puisqu'il y a 10 chapitres, enfin il y en a 11, en vrai il y en a 11, puisqu'il y a un 11e chapitre bonus avec une vingtaine de portraits, je crois, de militantes et de militants dans le monde entier. Voilà. C'est pareil, on s'est forcé de sortir du cadre européen, mais de parler aussi en fait de une figure militante importante, par exemple au Japon, en Corée, en Uruguay, au Maghreb, etc., qui soit une figure, et à travers cette figure réussir à parler un petit peu de la réalité aussi du mouvement anarchiste dans ce pays-là. Voilà. Des trucs qui parfois sont pas très connus, comme la Corée, voilà, ou la Chine. Donc voilà, il y a plein de façons de parler du bouquin, mais évidemment, je ne vais pas vous parler des 10 chapitres, ça serait un peu fastidieux. Donc, je vais choisir un chapitre à vous présenter, et en fait, je vais choisir le chapitre portant sur l'économie. Et je crois qu'en fait, c'est quasiment un des premiers chapitres du bouquin. Le premier chapitre, c'est un chapitre historique, hein, d'où vient l'anarchisme et tout, avec un petit résumé sur la trajectoire historique. Mais le deuxième chapitre, celui qui parle vraiment du projet de société, ça commence par l'économie. Et pour quelle raison? C'est très simple. C'est parce que
il n'y a pas de possibilité, enfin pour nous, et c'est ça qui nous différencie dans le mouvement libertaire, par exemple des organisations qui vont être marxistes-léninistes, par exemple, ou léninistes, ou social-démocrates, c'est qu'on pense qu'en fait, il n'y a pas de démocratie possible dans le cadre du système capitaliste. Voilà. Le capitalisme, fondamentalement, il est incompatible avec la démocratie, parce qu'il place en fait une activité essentielle de la société, de la vie humaine, qui est donc l'économie. Voilà, la production, la distribution, qu'est-ce qu'on produit, pourquoi, comment, qu'est-ce qu'on consomme, pourquoi, comment, dans quelles limites. Tout ça, c'est confisqué par le marché capitaliste, et c'est confisqué globalement par l'État et la classe, j'ai envie de dire la classe politicienne, professionnelle. Donc, s'il n'y a pas de démocratie possible dans le cadre du capitalisme, il faut penser la transformation de la société, enfin le dépassement ou le renversement du capitalisme comme un préalable. Voilà. C'est pour ça que c'est le premier chapitre du bouquin. Alors, le bouquin, il trace un petit peu c'est quoi donc les fondamentaux du projet économique anarchiste. Il repose sur 3 piliers, en fait. 3 piliers qui sont la socialisation des moyens de production et d'échange, l'autogestion de ces moyens de production par les travailleuses et les travailleurs eux-mêmes, et troisièmement, la planification démocratique. Ça, on va revenir un peu plus sur ce que c'est. La socialisation, c'est quoi? La socialisation, c'est de dire, voilà, la production de biens matériels, de services, bref, l'économie, c'est quelque chose de trop important, de trop essentiel pour être confisqué par une minorité privilégiée de capitalistes, ou d'être confisqué par une bureaucratie d'État, ce qui était le cas par exemple dans les pays de l'Est jadis, ou même d'être confisqué par une corporation de travailleurs qui dirait ah ben c'est nous qui maîtrisons cette technique ou ces compétences, donc c'est nous qui décidons. Donc ça, c'est pas possible. L'idée de la socialisation, c'est de dire les activités économiques essentielles à la société, par exemple, vous voyez, les grands secteurs stratégiques, hein, la santé, les chemins de fer, les transports, la logistique, la construction, le bâtiment, la chimie, etc., l'industrie pharmaceutique, toutes ces choses-là doivent être non pas propriété capitaliste, enfin propriété privée, doivent non pas être propriété d'État, appropriée de facto par une bourgeoisie d'État, une bourgeoisie rouge, comme dans l'URSS de jadis, ni par une corporation de travailleurs, ça doit être une propriété sociale. Propriété sociale, ça veut dire que ça doit être un bien appartenant à la société, un bien inaliénable. Vous savez, il y a un mot qui est à la mode depuis une dizaine d'années, ce sont les communs. En fait, quand on dit les communs, on parle de l'eau, de la terre, etc. Les communs, en fait, c'est à peu près la même idée que la propriété sociale. Ça veut dire à peu près la même chose. C'est l'idée qu'il y a des choses fondamentales qui ne doivent pas être propriété privative et confisquée. Ça doit être placé en quelque sorte comme étant le bien commun de la société. Voilà. Ce qui fonde sa légitimité à décider de ce qu'on va en faire. Le deuxième pilier, c'est l'autogestion. Alors là, l'idée est très simple, hein, c'est que en fait, c'est les premières et les premiers concernés qui sont les plus capables de savoir comment organiser la production, et c'est-à-dire aussi comment organiser le travail, et c'est-à-dire aussi du coup comment déconstruire le travail, c'est-à-dire le changer profondément. Ce sont les premières et les premiers concernés qui vont être capables, parce que c'est eux qui savent comment faire, qui vont par exemple déparcelliser les tâches, remettre en cause la hiérarchie entre le travail manuel et le travail intellectuel, faire en sorte que certains métiers qui sont inutiles ou nuisibles ou nocifs soient éliminés, voilà, pour qu'on puisse se recentrer sur les choses utiles et qu'on baisse le temps de travail en conséquence, etc., etc. C'est ça l'autogestion. C'est l'idée de remettre l'organisation du travail entre les mains des premières et des premiers concernés eux-mêmes. Voilà. Ça ne doit pas être décidé dans une forme hétérogestionnaire, comme on dit, par des propriétaires extérieurs qui seraient, je ne sais pas quoi, moi, collectivités territoriales ou des fédérations d'industrie. Ah oui, j'ai oublié de préciser un truc, c'est que quand on dit, sur le chapitre de la socialisation, quand on dit que la socialisation, ça veut dire bien commun des moyens de production et d'échange, c'est un petit peu abstrait, hein, c'est un petit peu abstrait. En fait, en réalité, ce qu'on entend par là, c'est que les entreprises, les sites de production, etc., seraient placés sous la tutelle, en fait, la plupart du temps, de fédérations d'industrie, et parfois
de collectivités territoriales. Alors je prends un exemple, mais vous voyez, vous prenez l'exemple de la chimie, par exemple, ou de la métallurgie. Alors ça, c'est une vieille idée hein, dans le mouvement libertaire, ça. L'idée, c'est que les entreprises ne soient plus en compétition, hein, dans le cadre du socialisme, elles seront plutôt dans un système de coopération et de collaboration. Et elles seraient en fait placées sous la tutelle d'une fédération de l'ensemble de ces entreprises, de la chimie par exemple. Il y aurait des élus, voilà, et il y aurait donc une coordination par cette fédération d'industrie pour savoir combien on a besoin de matières premières, qu'est-ce qu'on produit, combien on produit, comment on régule, voilà. Ce serait ça un petit peu les gens qui auraient la responsabilité de la propriété sociale, quoi, pour que ce ne soit pas non plus complètement abstrait. Puis dans d'autres cas, ce seraient des collectivités territoriales, puisque dans le cadre de certains biens ou services, là, c'est la question plutôt, on va dire, de l'échelon territorial qui se pose, quoi. Que ce soit la commune, que ce soit la région, voilà. Là, ça va être plutôt l'échelon territorial qui devrait décider de les services et la distribution des services, de quoi a besoin la population, comment elle en a besoin, etc. etc. Voilà. La socialisation, en fait, ça serait propriété sociale, mais quand même placée entre les mains de gens qui seraient soit fédération d'industrie, soit collectivité territoriale. Ensuite, vous avez l'autogestion, voilà, donc là où c'est l'idée que c'est les travailleuses et les travailleurs eux-mêmes qui contrôlent la façon dont ils produisent, la façon dont ils travaillent et comment ils réorganisent la production. Mais c'est pas non plus, en fait, ni les fédérations d'industrie, ni les travailleuses et travailleurs eux-mêmes qui décident seuls de ce que doit être la production. Ça, c'est pas possible non plus. Ça peut pas marcher comme ça. Et c'est là qu'intervient le troisième pilier et le troisième acteur, c'est la question de la planification démocratique. La planification démocratique, là, ça consiste à dire, bon, quels sont les besoins de la société? Quels sont les besoins de la société? De quoi on a besoin? De quelle quantité de biens? Alors bon, c'est des grosses statistiques, hein, ça si vous voulez, mais ça se fait déjà à l'heure actuelle très couramment, globalement, de savoir de quelle quantité la France a besoin de blé, de métaux, de choses comme ça pour pouvoir fonctionner. Mais la planification démocratique, ça permet en fait de dire dans tel secteur d'activité, on va avoir besoin de temps, de matériaux et tout. Bon, tout ça est un peu, j'ai envie de dire, technique. Mais par contre, du point de vue démocratique, du point de vue de la population, il y a un truc qui est crucial. C'est l'idée qu'on va confier à la population le soin, en quelque sorte, de se prononcer sur le grand modèle, enfin certains grands modèles qu'on va vouloir adopter pour la société. Et quand je parle de grands modèles, je veux parler par exemple du modèle énergétique, du modèle alimentaire, du modèle éducatif, du modèle sanitaire, etc., etc. C'est quoi un modèle? Prenez le modèle énergétique. Hein. Le modèle énergétique en France, c'est, jusqu'à présent, hein, ça reste quand même le nucléaire, voilà, qui reste, si vous voulez, un État dans l'État quasiment, avec donc un schéma d'une industrie extrêmement hermétique, antidémocratique, j'ai envie de dire, ultra centralisée, qui produit de façon très centralisée et qui distribue. Un autre modèle énergétique, c'est de dire, non, on ne souhaite pas ça, on souhaite plutôt une décentralisation globale avec de la production localisée, adaptée aux besoins des régions, des localités, etc. etc. Voilà. Ça, c'est un autre modèle énergétique, par exemple, qui n'est pas celui de la France. Donc ça, en fait, choisir un grand modèle, ça, c'est quelque chose qui devrait pouvoir être confié au débat public, voilà, et sur lequel la population devrait pouvoir se prononcer et choisir. Sur le modèle alimentaire, c'est par exemple l'idée que, voilà, on peut se poser des questions sur le modèle alimentaire. On sait très bien qu'en Occident, par exemple, le modèle alimentaire, il est trop carné. Voilà, on mange trop de viande. Donc là, il y aurait besoin d'avoir une réflexion sur est-ce qu'on ne pourrait pas imaginer de réduire la production, la consommation, voilà, et en fait, modifier le modèle alimentaire, ce qui implique aussi une modification du modèle agricole, etc. Il y a plein de choses en fait qui vont avec ça. La planification démocratique, en gros, c'est cette idée-là. C'est pas juste les travailleuses et les travailleurs qui décident. En fait, c'est les citoyennes et les citoyens, c'est les travailleuses et les travailleurs citoyens, quoi, qui doivent décider globalement dans quelle direction on va, qu'est-ce qu'on choisit comme orientation, etc. Voilà. Ça, c'est les trois piliers. Alors, c'est les grands concepts, hein, si vous voulez. C'est les grands concepts, mais qu'on retrouve à peu près dans le mouvement libertaire un peu partout, qui sont donc la socialisation, l'autogestion
et la planification démocratique. Alors après, la question économique, elle ne se limite pas à ça. Parce que là, vous voyez, je vous ai parlé que de l'aspect de la production. Comment on produit, voilà. Comment on produit. Il y a un autre aspect, qui est la question de la distribution. Et alors là, on rentre dans un truc qui est assez intéressant, parce que c'est un vieux débat, et vous allez voir que ça fait vachement réfléchir. Ça fait vachement réfléchir, parce que c'est un débat qui est vu comme le mouvement anarchiste. Le mouvement anarchiste, il est né avec ce débat, quasiment, dans les années... D'ailleurs, pour ceux qui ne savent pas, le mouvement anarchiste, c'est pas un truc immémoriel qui a toujours existé, ou je ne sais quoi. On peut dater très précisément sa naissance. Ça se joue entre 1876 et 1881, en gros, entre la France, l'Italie et la Suisse, quoi. Voilà, ça se joue dans ce triangle-là, avec un certain nombre de révolutionnaires en exil, enfin des communards pourchassés, des maquisards italiens réfugiés en Suisse, des révolutionnaires russes en exil, etc., qui, voilà, ont des débats, et puis se rendent compte à un moment donné qu'en fait, ils sont en train de former une nouvelle école socialiste qui se distingue des autres. Voilà. Et parmi les traits distinctifs de cette nouvelle école socialiste, qu'est l'anarchisme, et ben, un des traits distinctifs importants, c'est justement qu'ils vont choisir d'être communistes. Voilà. Alors ça, c'est pareil pour les gens qui ne savent pas. En fait, communisme et anarchisme, ça a été quasiment synonyme pendant très longtemps. On va en gros jusqu'en 1918. C'est-à-dire jusqu'à ce que Lénine rebaptise le parti bolchevique parti communiste. Communisme était quasiment synonyme d'anarchisme. Parce que les socialistes étaient collectivistes et les anarchistes étaient communistes. Alors voilà, on va arriver au nœud du problème. C'est quoi la différence? C'est quoi la différence entre collectivisme et communisme? On va pousser les murs aussi. Alors c'est un débat qui a l'air un peu doctrinal old school, mais vous allez voir qu'en fait ça renvoie à des problématiques constantes. Après, je crois qu'on ne pourra plus. À moins qu'on décale un petit peu des gens par là. Mais... On peut avancer un peu. Alors, c'est quoi la différence entre collectivisme et communisme? Alors, attention, prêtez bien l'oreille. Prêtez bien l'oreille. Dans la Première Internationale, donc c'est cette organisation de solidarité ouvrière transfrontalière qui existait entre 1864 et 77 en gros. Vous aviez donc tout le monde là-dedans avec des débats qui ont été matriciels pour l'ensemble du mouvement socialiste, ouvrier et tout. Et puis vous avez donc Marx et Bakounine, voilà, c'est très connu, qui sont dans cette histoire-là. Eux, ils sont d'accord sur le programme collectiviste. Alors le collectivisme, c'est quoi? C'est l'idée qu'on faut collectiviser les terres, il faut collectiviser les moyens de production, etc. Mais sur la question de la distribution, le principe du collectivisme, c'est à chacun selon ses œuvres. Alors, à chacun selon ses œuvres, ça veut dire quoi? Ça veut dire que chacun sera rétribué en fonction de son travail. Ça induit l'idée qu'on va quantifier les heures de travail, qu'on va quantifier le travail, et que donc on sera rétribué en fonction de ce qu'on mérite, quelque part. Sauf qu'en 1876-77, il y a donc ces gens-là qui commencent à former l'école anarchiste. C'est les Italiens, les premiers, qui posent la question, qui disent « Ah non, mais en fait, cette sorte de collectivisme, ça ne marche pas. Là. Il faut remettre complètement ça en cause. Ça ne peut pas marcher, c'est n'importe quoi. Parce qu'en fait, si on doit commencer à quantifier la quantité faite par chacun, etc., ce qui va se passer, c'est qu'on va créer une espèce de bureaucratie pléthorique pour faire des statistiques, là. Et en fait, ça va être un embryon d'État et on va recréer, en fait, un système d'oppression. Et donc, en fait, on n'a pas besoin de ça. Ça ne sert à rien. En fait, ce qu'il nous faut, c'est le communisme. Et le communisme, ça répond à une autre formule. C'est la formule de chacun selon ses moyens, à chacun selon ses besoins. Donc ça veut dire en gros, chacun travaille comme il veut, comme il peut, et consomme comme il veut. On ne quantifie pas, c'est open bar, quoi, si vous voulez. C'est mon téléphone, je suis désolé. C'est pour me rappeler que je prends mon train à 18h30. Je suis désolé, quelqu'un peut me le passer? Je vais l'éteindre. C'est dans la pochette ventrale. Ça te va si j'en fais un petit pause en hors cadre? Parce qu'en fait, on a, du coup, pour clarifier... Merci.
On est parti sur une trentaine de minutes pour Guillaume, pour la présentation de son bouquin. On est à une quinzaine à peu près, donc c'est tranquille. J'ai bientôt fini, rassurez-vous. Guillaume qui cause, et ensuite le but c'est d'avoir une causerie, une discussion, donc un temps de discussion, d'échange, etc. On tablait sur 3/4 d'heure, 1 heure, et puis ensuite on mettrait fin, pour ensuite avoir le temps soit d'avoir des discussions un peu plus entre nous, pas forcément en grand groupe, soit de causer à Guillaume avant qu'il prenne son train pour repartir sur Paris. Du coup dans le temps d'échange discussion qui suivra la présentation de Guillaume, on va juste rappeler, il y a des toilettes qui sont ici, il ne faut pas hésiter à se lever et à y aller, parce que ça peut être particulièrement désagréable de se retenir pendant hyper longtemps, parce qu'on ne sait pas si et où il y a des toilettes. Si vous avez envie de sortir ou quoi, le bruit de la porte qui s'ouvre et qui se ferme, c'est grave ok, donc n'hésitez pas à vous sentir aussi libre évoluer un petit peu, c'est pas, on n'est pas en classe, donc voilà, on n'est pas. Est-ce qu'il y a autre chose? Oui, et on se reclarifiera peut-être, mais dans les prises de parole, dans les interventions, on fait attention à la répartition de la parole, le temps qu'on prend, et ce que les dynamiques de parole peuvent porter. Ah, est-ce qu'il y a un moyen aussi de faire tourner un chapeau pour aider à payer les frais de train? Bah oui, bien sûr. Yes, carrément. Non, mais voilà, je pose la question. Bon, je continue? Ouais, grave. Yes, merci. Alors, donc, les Italiens disent bon, non, mais le collectivisme, ça ne peut pas marcher, faut abandonner cette idée. Il faut donc de chacun selon ses moyens, à chacun selon ses besoins. Et donc, le débat s'installe. Ça ne dure pas longtemps, en fait, ça dure 2-3 ans, et en 2-3 ans, la tendance communiste l'emporte. Et au congrès, ça se joue en 2 congrès successifs, à la Chaux-de-Fonds en Suisse. Alors je raconte tout ça de façon un peu synthétisée dans un vieil article d'Alternative Libertaire de 2020 qui s'appelle, je sais plus quoi, la naissance, le parti entre guillemets anarchiste, c'est comme ça qu'il se qualifiait, le parti anarchiste est né, ou un truc comme ça. Voilà. Parce que c'était pour les 100, je sais plus quel anniversaire de ce congrès fondateur. Donc il l'emporte au Congrès, et en fait, à partir de là, la doctrine communiste va se répandre dans l'ensemble du mouvement anarchiste international. Il n'y a que les Espagnols qui vont rester collectivistes assez longtemps. Ils vont rester collectivistes jusqu'en 1919, date à laquelle en fait, la CNT va adopter le communisme libertaire comme projet. Mais sinon, ils étaient restés fidèles au vieux collectivisme bakuninien pendant assez longtemps. Alors, après, dans ce débat entre communistes et collectivistes, il y a eu évidemment, et là c'est là qu'il ne faut pas caricaturer, là je vous raconte ça de façon schématique, il y a eu beaucoup de caricatures, en fait, c'est normal, dans une controverse, des fois on se laisse un peu aller. En fait, il allait bien de soi que pour les collectivistes, il n'était pas question de dire que les gens qui ne travaillaient pas n'avaient pas le droit de manger, quoi. Enfin, voilà. Les gens qui étaient malades, qui étaient trop vieux pour travailler, ou je ne sais quoi, il était évident pour eux que la société devait les prendre en charge. Et de la même façon, les communistes, assez vite, en fait, cette idée de dire on ne quantifie pas, chacun travaille comme il veut, chacun consomme comme il veut, c'est open bar, ça n'a pas duré très longtemps. En fait. Ça a duré 10 ans, et puis au bout de 10 ans, ils ont révisé leur position qui était un peu extrême, on va dire. Voilà, merci. C'est mon fils qui fait un truc. Mais j'ai coupé mon téléphone. Et donc, au bout de 10 ans, ils ont révisé leur position. Ils se sont rendus compte qu'en fait, c'était quand même difficile de dire allez, allons-y, on quantifie rien, c'est open bar. Parce que dans la réalité, déjà en 1890-91, on savait très bien qu'en fait, il y avait des biens qui étaient en abondance illimitée, et puis il y en avait d'autres sur lesquels il y avait pénurie et rareté, et donc il y avait nécessité d'une régulation. Enfin, déjà à l'époque, il y avait quand même un peu cette conscience-là. Voilà. Mais l'idée communiste, au départ, elle reposait sur un mythe économique qui a existé un peu dans le mouvement anarchiste pendant quelques années, qu'en fait le capitalisme produisait 3 ou 4 fois trop. Voilà, de toute façon, on produit 3 ou 4 fois trop. Donc en fait, pourquoi s'emmerder à compter? Voilà, on a juste ça va s'autoréguler, on produira comme on veut, on consommera comme on veut. Voilà. Bon, c'était un mythe, si vous voulez, et en fait, c'est Kropotkin qui, dans ses écrits, a un peu déconstruit ça en disant non, mais ça peut pas marcher comme ça. Donc, par ailleurs, j'imagine que, enfin voilà, on en a tous conscience, mais depuis les années 70, enfin 1970, et la prise de conscience de la finitude de la planète, de toute façon, il n'y a plus grand monde qui défend on ne quantifie pas, quoi.
on produit n'importe comment, on consomme autant qu'on veut, enfin voilà, on est plutôt aujourd'hui quand même dans l'idée de la nécessité d'une régulation, ou d'un plafonnement en tout cas, d'un plafonnement de la production, d'un plafonnement de l'extraction, de tout ça, pour réussir justement à trouver un point d'équilibre. Hein. Voilà. Donc ça c'est un truc assez fondamental d'ailleurs aussi qui est dit dans le bouquin, qu'on retrouve dans des écrits des organisations libertaires contemporaines, c'est que en fait, si vous voulez, l'équation du socialisme autrefois, dans le 19e siècle, c'était quoi? L'équation du socialisme, ça faut trouver le point d'équilibre entre d'une part les capacités productives et d'autre part les besoins de la population. Voilà. Quand on aura trouvé le point d'équilibre entre les besoins de la population et les capacités productives, on aura le bonheur universel. En fait, si vous voulez, les données contemporaines, elles ont un peu changé. Aujourd'hui, l'équation, elle a 3 termes. Il y a certes les besoins de la population, il y a certes les capacités productives, mais il y a aussi, en fait, les limites de la biosphère. Voilà. Et en fait, il faut trouver le point d'équilibre entre ces trois nécessités, quoi. Et ça, en fait, c'est le défi fondamental du socialisme, ou en tout cas, dans notre cas, du communisme libertaire. Parce que, par définition, le capitalisme ne trouvera jamais ce point d'équilibre. Par définition, il est lancé dans une fuite en avant perpétuelle de destruction, de surproduction, de produire des biens pourraves pour qu'ils soient obsolètes au bout de 2 ans et qu'on en produise de nouveau. Enfin voilà, vous connaissez le système capitaliste, quoi. Alors maintenant que je vous ai dit ça, que voilà, l'idée communiste, c'est une des idées fondatrices donc, du mouvement anarchiste, comment est-ce qu'aujourd'hui le communisme libertaire envisage le communisme? Je vous dis qu'on ne l'envisage plus de façon open bar, on produit sans compter, on consomme sans compter. Non, donc il y a l'idée qui est un peu sur la table, c'est qu'en fait, la distribution communiste dans la société future qu'on envisage, ce qu'on peut imaginer, ce serait, on va dire, un secteur communisé, où là, pour le coup, ce serait consommation libre et gratuite et illimitée, sur, par exemple, des biens immatériels, enfin, qui ne sont pas immatériels, mais en tout cas des choses fondamentales comme la santé, l'éducation, la culture, mais même, à la limite, les transports. Hein, parce que, si vous voulez, par exemple, les transports, un système de transport public, que ce soit interurbain ou intra-urbain ou quoi, en fait, c'est un choix politique. Vous faites rouler tant de trains ou tant de tramways à l'heure c'est un réseau que vous avez planifié. Puis après, que les gens montent dedans ou ne montent pas dedans, en fait, ça ne change rien. Les tramways, ils roulent et les trains, ils roulent. Donc on peut monter dedans gratuitement, ça ne change rien du tout. C'est juste une question de choix politique. Donc il peut y avoir tout à fait un grand secteur communisé, on va dire, voilà, où là, c'est open bar. C'est vraiment à chacun selon ses besoins. Et puis par contre, un autre secteur qui serait, où là on va dire que la consommation serait davantage régulée, plafonnée, qui serait sur celle des biens de consommation. Voilà. Alors on peut imaginer par exemple le logement, mais on peut imaginer les véhicules de déplacement individuel, type voiture, vélo, 2 roues, etc. Ou même d'ailleurs l'alimentation, la consommation alimentaire, où là il y aurait des besoins sans doute par contre de régulation, de dire de quoi vraiment est-ce qu'on a besoin. C'est quoi le modèle de notre société? Est-ce que ce serait logique qu'un individu puisse posséder 2 voitures ou 3 voitures? On peut se dire que non. Voilà. Est-ce que ce serait logique qu'un individu puisse posséder 2 ou 3 bateaux? On peut dire que non. Est-ce que ce serait logique qu'un individu seul puisse avoir un appartement de 10 pièces? Non. Enfin, vous voyez ce genre de choses, quoi. C'est ça la régulation, en fait. Et ça qui doit procéder d'un débat et d'un choix démocratique qui est également fonction des limites de la biosphère, des capacités, de qu'est-ce qu'on a, voilà. Donc ça, ce serait un secteur où il y aurait une nécessité de régulation. Et puis après, on imagine même un 3e secteur. Et alors là, c'est vraiment, bon, ce que je vous dis est beaucoup plus flou, mais je pense que ça mérite d'être réfléchi. C'est un secteur où en fait, il y aurait maintien d'une forme de marché. C'est-à-dire, alors pas du tout un marché des investissements ou un marché des capitaux ou que sais-je. Non, juste un marché de la consommation, c'est-à-dire imaginer par exemple que chaque travailleur citoyen dispose d'un revenu qui lui est alloué par la société, une rétribution de son travail, dispose d'un revenu mensuel dans une monnaie qui soit
non thésaurisable, une monnaie fondante ou une monnaie biodégradable, comme on dit, un truc qu'on ne puisse pas thésauriser pour qu'il n'y ait pas de possibilité d'accumulation du capital, qui soit juste une monnaie de consommation, genre billet de Monopoly, pour s'acheter des trucs, pour aller dans les petits commerces. Parce que ça, c'est un truc qu'on oublie souvent dans le socialisme et dans le communisme. On oublie souvent de parler de cet aspect qui pourtant est un peu essentiel quoi, dans notre vie de tous les jours, c'est que personne n'a envie d'imaginer que le socialisme, ça va être des hangars Amazon avec un drapeau rouge et noir où on va faire la queue pour retirer des biens de consommation. Quoi, en fait. En vrai, on a tous envie de pouvoir aller au café, au resto, chez son libraire du coin, son pharmacien du coin, et avoir aussi tous ces liens voilà, qui font le quotidien. Et on sait qu'en fait, les petits commerces, les trucs où il y a 2-3 personnes qui travaillent, ça existe aussi quand quand les personnes qui s'en occupent, elles possèdent un peu la chose, c'est un peu leur bébé, c'est un peu leur aventure, c'est un peu leur truc, elles font ça aux petits oignons, voilà, et donc c'est pour ça que c'est sympa, et c'est que c'est pas impersonnel, quoi. C'est pour ça que c'est pas juste un truc avec un guichet, avec une personne derrière qui va te servir, bon, voilà. Donc c'est ça, il faut réussir à trouver le moyen en fait d'intégrer cet aspect-là important des petits commerces dans le socialisme, voilà, dans le communisme. Et donc il y a l'idée de dire peut-être qu'en fait il faut réussir à trouver une case pour qu'ils puissent se loger, voilà. Donc dans un système où, vous l'aurez bien compris, il y a quand même des industries stratégiques, des grands secteurs de biens, de services stratégiques, où tout est communisé, socialisé, etc. Mais où là, il y a des espaces, on va dire, plus de liberté individuelle pour faire un peu son truc, son beurre, etc. Mais avec, évidemment, des limites, hein, qui est l'impossibilité de salarier des gens pour pas... voilà, donc forcément une forme coopérative, en tout cas, qu'on ne rentre pas de nouveau dans des formes de suggestion avec un patron et des salariés. Et puis une forme évidemment aussi de sécurité sociale, puisque c'est pas parce que tu es petit commerçant que tu dois te retrouver sur la paille si jamais ton affaire elle marche pas, quoi. Voilà. Si ton affaire marche pas, elle s'arrête parce que son truc soit il remplit pas, enfin il répond à aucun besoin, personne n'y va, il y a un problème, donc arrête, quoi. Mais ça doit pas te mettre sur la paille et tu dois pouvoir continuer à vivre et retrouver du boulot ailleurs, quoi. Voilà. Mais il y aurait sans doute un truc à trouver, ça ce serait un troisième secteur, voilà. L'idée de toute façon, et puis je vais m'arrêter là, l'idée de toute façon, c'est que, attention, le projet communiste libertaire, là, que je vous raconte, socialisation, autogestion, planification démocratique, la question de la distribution communiste, la régulation, le tiers secteur marchand, très encadré, tous ces trucs-là, en fait, ce sont des idées. Ce sont des idées que le mouvement libertaire, il mettrait en fait sur la place publique, il proposerait en fait comme projet de société dans le cadre d'une crise révolutionnaire. Mais il n'y aura jamais un gouvernement anarchiste qui va décréter que ça va se passer comme ça en fait. Il faut bien être clair là-dessus. Ça ne marchera jamais comme ça. La révolution, une révolution, c'est un processus massif et populaire dans lequel on se retrouve à lutter au coude à coude avec des gens qui la veille regarder CNews, jouer au loto et n'ont aucune idée politique et ont des réflexes, si vous voulez, égoïstes de défendre leur bout de gras et tout. Enfin voilà, si vous allez dans n'importe quelle assemblée générale d'un truc pas très politisé, vous vous retrouvez avec ce genre de problématique. Donc, ce ne sera pas un gouvernement anarchiste qui décrétera ça. Il faudra réussir, si vous voulez, à faire passer ces idées comme étant la bonne solution économique pour créer une société nouvelle, etc. etc. Voilà. J'insiste là-dessus, hein. Une révolution, c'est un chaos. C'est un chaos dans lequel la majorité de la population veut en sortir assez vite pour un retour à la normale. Mais le retour à la normale peut prendre différentes formes. Ça peut être une forme social-démocrate, ça peut être une forme fasciste, ça peut être une forme socialiste ou communiste. Quoi. Voilà. C'est comme ça que se passe la révolution. À nous de réussir à proposer, à séduire, à entraîner les masses sur ce projet-là. Voilà. Donc tout ce que je vous raconte là, c'est pas le programme d'un parti, j'insiste encore une fois, c'est les idées. Mais après voilà, aussi dans le passé, dans un certain nombre de révolutions, et surtout la révolution russe, ça a beaucoup été un gros problème, dans la révolution russe, quand justement il y avait cette problématique de qu'est-ce qu'on fait, où on va, et que la société était en révolution et tout, il y avait des partis qui avaient des réponses toutes faites, hein, le parti bolchevique, pas toujours toutes faites, mais en tout cas ils avaient des réponses, ils les construisaient au fur et à mesure, mais ils avaient des réponses.
Et il y avait malheureusement le mouvement anarchiste qui des fois avait des réponses un peu floues, quoi. Genre, ah bah chacun fait ce qu'il veut, on va voir. Et ça, c'est pas toujours très convaincant. Donc c'est pour ça l'idée de se réapproprier aussi le projet communiste libertaire, c'est d'être capable justement d'apporter des réponses un peu carrées, qui ne sont pas forcément figées, définitives ou dogmatiques, hein, mais des réponses un peu carrées sur c'est quoi la vision qu'on a, c'est quoi la vision qu'on propose, et est-ce que les gens peuvent y adhérer, s'y retrouver ou pas, quoi. Bon, bah je m'arrête, j'ai assez causé, je crois. Hein. Voilà. Et puis bah maintenant, on peut en causer de tout ça, hein, si vous voulez. Est-ce qu'on a un système de régulation? On va voir, et puis on règle. Au niveau du lexique, je suis un peu gêné de parler de gouvernement anarchiste, c'est pas antinomique. Bah, c'est ce que je viens de dire, il n'y aura pas de gouvernement anarchiste, c'est ce que je viens de dire. Ça n'existe pas, quoi. Nous, ce qu'on prône, après je peux vous parler justement de c'est quoi le projet démocratique de l'anarchisme, quoi. Parce que le projet démocratique, alors je réponds à ta question du coup en réponse. Voilà, ça c'est le chapitre 3 du bouquin. Le projet politique démocratique de l'anarchisme, c'est effectivement de remplacer l'État par une forme d'auto-gouvernement, d'auto-administration de la société. Voilà. Alors qu'est-ce que ça veut dire? Ça c'est un truc sur lequel le mouvement anarchiste a eu aussi, dès le début, hein, un peu de mal à réussir à être lisible sur cette question-là, parce que c'est vrai que pour la plupart des gens, quand on leur dit qu'on veut supprimer l'État, ils disent « Oula, enfin, tu vois, tu supprimes l'État ». Bon, des fois, tu as des pays où l'État n'existe plus, hein, par exemple Haïti, la Somalie, en fait, tu as des bandes de seigneurs de la guerre et de mafieux qui prennent le pouvoir. Bon. Donc les gens, ça peut leur faire peur un peu, cette idée qu'on supprime l'État. Alors j'ai dit juste ça. Bon. Non, en fait, ce qu'il faut bien expliquer, j'ai recherché un peu tout dans le lexique, justement, j'ai recherché un petit peu ce que disait, ce qu'on dit depuis le début, les différentes organisations libertaires, ou même ce que disait Bakounine et tout. Alors on retrouve à peu près toujours les mêmes formules. Hein. C'est la formule, c'est en fait, c'est la fédération. Alors c'est une fédération de collectivités territoriales, c'est une fédération de communes, c'est une organisation fédérative. L'idée c'est qu'en fait la société s'auto-gouverne de façon fédérale, donc avec le principe de subsidiarité, chaque échelon territorial étant le plus apte à décider pour lui-même ce qui lui convient. Voilà. Mais sachant que ce n'est pas le projet d'une société déliée et atomisée non plus, où chaque collectivité fait ce qu'elle veut dans son coin, et c'est l'idée aussi que malgré tout, il y a des règles communes, il y a une législation commune qui s'impose quand même sur l'ensemble des collectivités qui sont adhérentes à cette fédération. Voilà. C'est le principe du fédéralisme. Donc ça veut dire quoi? Il y a plusieurs principes politiques, hein, qui découlent de cette idée fédérative. La première idée, c'est que on désigne des gens, donc aux différents échelons, la commune, la région ou le conseil fédéral supérieur, je ne sais pas comment l'appeler, qui serait la coordination un peu suprême de tout ça. Ces gens sont désignés, sont élus, mais attention, ils ne sont pas élus pour faire ce qu'ils veulent. Ils sont élus sur la base d'un mandat impératif. Le mandat impératif, ça veut dire qu'ils sont là, on sait qui ils sont identifiés, ils sont mandatés, voilà. Mais sur la base d'un mandat impératif, ce mandat impératif doit consister à mettre en musique, à mettre en application les grandes orientations qui sont décidées démocratiquement par la société ou par l'échelon territorial qui les concerne. Hein, voilà. Et si ils ne respectent pas leur mandat, ou s'ils s'avèrent être incapables, ou s'ils font n'importe quoi, ou que sais-je, ils peuvent être révoqués. Voilà. C'est le principe de base, c'est un des principes de base, hein, de l'anarchisme, c'est la limitation des mandats, leur révocabilité et le mandat impératif. Voilà. Les gens qui sont là ne sont pas là pour être, les gens qu'on désigne, qu'on mandate, ne sont pas là pour être des dirigeants, des gouvernants ou quoi. On demande qu'ils soient un peu habiles quand même pour faire les choses correctement, mais globalement ils sont là pour mettre en musique et en application ce que la collectivité a décidé. Ensuite, un autre principe, par exemple, ça va être de dire... alors, le bouquin balaye un peu un mythe aussi, c'est le mythe de l'assembléisme perpétuel. L'anarchisme, c'est pas l'idée en fait que tout le monde va passer sa vie en assemblée générale pour gérer son immeuble, son quartier, l'école des enfants, son entreprise, la sécurité sociale. Ça, c'est pas possible déjà, sinon quand est-ce qu'on bosse et quand est-ce qu'on vit? Et puis ensuite, personne n'a envie de passer sa vie à somnoler dans des AG, quoi. Donc, les AG, le moins possible en fait, le moins possible, mais par contre pour des choses décisives. Voilà, il faut que ça compte, en fait, il faut que ce soit des choses importantes. Puis surtout, l'assembléisme peut répondre à plein de choses, mais ne peut pas répondre à tout.
Par exemple, vous savez, ça semble, je vais dire une évidence, mais dans une entreprise, à taille humaine, dans un service ou dans une entreprise ou dans un immeuble, une assemblée générale, ça ne pose pas vraiment un problème, quoi. Bon, on va se retrouver à quelques dizaines, on va pouvoir prendre des décisions. Ça devient beaucoup plus complexe à l'échelle d'une ville. Jamais vous allez pouvoir rassembler en assemblée générale 100 000 personnes ou 200 000 personnes, ça n'a pas de sens. Ou dans différentes assemblées, mais dans un laps de temps, c'est des usines à gaz, en fait, ça. Donc l'idée, c'est que l'assembléisme, en fait, ça peut servir à un certain nombre de choses dans des unités à taille humaine, mais que par contre, pour ce qui est de la planification démocratique, des grands choix, des grandes décisions, etc., on passerait plutôt par un processus référendaire. Alors ça peut sembler étonnant, mais effectivement, c'est ce qu'on retrouve, par exemple, dans le projet de société de la Fédération anarchiste, par exemple, dès 1945. Un processus de consultation référendaire, ça veut dire quoi? Ça veut dire que, par exemple, quand il est question de choisir le modèle énergétique pour les 30 ans à venir, parce que ça ne peut pas changer à chaque AG, si vous voulez, le modèle énergétique. Donc c'est quand on va choisir pour les 30 années à venir le modèle énergétique, ou quand on va choisir de réorienter le modèle alimentaire pour les 20 années à venir ou les 10 années à venir, il va y avoir un grand débat dans la société. Il va y avoir un grand débat qui va durer peut-être des semaines, où tout le monde va pouvoir discuter, s'engueuler, dans les repas de famille, etc. Mais pas forcément en assemblée générale. Mais il peut y avoir aussi des réunions publiques, voilà, un grand débat, si vous voulez. Et puis au terme du grand débat, à un moment donné, on tranche. Voilà. Alors on peut trancher sur des scénarios. Scénario A, scénario B, scénario C, voilà. Mais de façon informée, on peut trancher un débat référendaire et choisir une grande orientation. Alors vous allez dire, mais c'est quoi la différence en fait avec un référendum dans la société actuelle? Il y a une différence un peu fondamentale. Et je vous renvoie à ce que je disais précédemment sur le fait qu'il n'y a pas de démocratie compatible avec le capitalisme. Imaginez ce que serait aujourd'hui en France un processus référendaire sur le modèle énergétique. Vous pouvez être sûr que les lobbies du nucléaire, mais aussi les bétonneurs, Vinci, Bouygues, etc., mais ils mettraient des dizaines de millions d'euros pour pervertir le débat national sur la question. Ils paieraient des dizaines de millions d'euros pour qu'on ait des spots télé, des experts stipendiés qui viendraient nous expliquer que l'atome, c'est le nec plus ultra et qu'on ne peut rien faire de mieux, etc. Et en fait, pour réussir à gagner, à emporter le débat, pour servir leurs intérêts personnels, leurs intérêts particuliers, si vous voulez. Dans une économie socialisée, je ne dis pas qu'il ne peut pas y avoir de conflit d'intérêts, ça peut exister évidemment, il ne faut pas être angélique. Mais par contre, en se débarrassant des lobbies capitalistes, il y a quand même moyen d'assainir énormément le débat public pour aller quand même davantage sur ce qui peut ressembler à de l'intérêt général, j'ai envie de dire. Voilà. Il peut y avoir davantage un débat libre et non faussé sur la question du modèle qu'on veut choisir en fonction, parce que là, ce sera vraiment davantage en fonction des besoins et des intérêts de la population, sans interférence avec des lobbies capitalistes qui, eux, vont peser pour obtenir le résultat qui les intéresse. Donc, en fait, une consultation référendaire, dans un système socialiste ou communiste, libertaire, ça peut tout à fait avoir ce sens-là, voilà. Des semaines de débat, où la société se politise sur une question et apprend sur une question, et devient, je ne dis pas experte, mais en tout cas, des fois, quand il y a des grands débats, je repense à l'époque du Covid. L'époque du Covid, je pense, a été un moment où la société s'est politisée pour comprendre ce que c'est qu'une épidémie et comment ça fonctionne, et voilà, les questions sanitaires, et tout le monde s'est politisé beaucoup sur une question que plein de gens ignoraient auparavant. Donc ça peut être ça, voilà, le grand choix démocratique, dans le modèle démocratique de l'anarchisme. Et donc pour terminer, ah oui, voilà, il y a une question aussi, il y a une question qui se pose aussi, voilà. Souvent c'est, bon d'accord, mais le débat public, le débat politique, les grands choix et tout, mais il va quand même... est-ce qu'il y aurait la possibilité qu'il y ait toujours des partis politiques, etc., etc. Ça là, je pense que... Enfin, on pense que c'est une évidence, en fait. Même si ça ne prend pas le nom de parti politique, en fait, la société, elle continuera, même dans une société libertaire, dans une société démocratique, voilà, continuera à y avoir des sensibilités et des tendances différentes. C'est juste une évidence.
il y aura toujours des sensibilités plus conservatrices et des sensibilités un peu différentes. Voilà. Il y aura peut-être des ligues, des regroupements, des clubs, des partis, ils s'appelleront comme ils voudront, qui effectivement s'efforceront d'intervenir dans le débat public, etc. Je pense que là-dessus, il faut être clair qu'il n'y a pas moyen d'interdire ça. En fait, voilà, tout simplement. Il n'y a pas moyen d'interdire que les gens se regroupent pour défendre les opinions qui leur sont communes. Ce qui compte, c'est qu'il puisse y avoir un débat public qui soit libre et non faussé, et qu'à la fin, effectivement, il y ait des orientations qui soient tranchées. Mais il y aura toujours survivance, voilà, il y aura toujours survivance de désaccords. Hein, et il faut réfuter l'idée que l'anarchisme, qu'une société libertaire, on va juste remplacer, c'est une vieille formule de Proudhon ça, remplacer le gouvernement des hommes par l'administration des choses. Ça, c'est faux. Il n'y aura jamais purement l'administration des choses, un truc purement technique, dépassionné, voilà, où on ne fera que des choix rationnels. Ça n'existe pas en vrai. Il y aura toujours des débats politiques avec des gens qui sont pour, qui sont contre et qui auront des arguments. Et il ne faut pas avoir peur de ça. Voilà. Je vais parler encore trop longtemps. Ouais. Moi j'avais une question donc, sur le côté aussi économique. Comment on pourrait gérer les importations et exportations parce que j'ai l'impression que vous avez toujours supposé que tout ce qui était consommé était produit sur place. Donc est-ce que pour répondre à cette question, est-ce que effectivement on arrête toute importation et exportation? Est-ce qu'on consomme tout ce qui est produit sur place? Bah alors là, la logique, là, en fait, elle rejoint vraiment la logique écologique, hein, je veux dire, du projet anticapitaliste et libertaire. Effectivement, c'est de dire il faut limiter les importations et en fait les échanges internationaux, il faut les limiter uniquement aux biens exotiques. Enfin, quand je dis exotiques, je veux dire qui ne sont pas produits sur place. Voilà. Il faut les limiter au maximum. Mais après, en fait, ce que tu poses aussi, là, c'est la question de l'extension de la révolution. Parce que dans un processus révolutionnaire, effectivement, tu vas avoir des territoires plus ou moins vastes qui sont libérés, qui sont en état de révolution, etc. Et en fait, comment est-ce qu'on organise les échanges avec des pays qui sont restés capitalistes et qui sont potentiellement des ennemis? Voilà. Et ça, c'est une question qui, pareil, s'est posée. Alors, on peut observer que cette question s'est posée dans plein de cas dans l'histoire de pays qui étaient en révolution, voilà, et qui ne pouvaient pas de toute façon se passer des échanges avec les pays voisins, alors que pourtant c'était des pays ennemis potentiellement, qui avaient un système, en tout cas politique et économique, radicalement différent, voilà. Donc là-dessus, je pense que ma réponse ce sera dans l'idéal et dans l'absolu. Il faut limiter la consommation, effectivement, il faut se limiter au maximum en fait à des circuits courts, voilà, très clairement. Des circuits courts pour des raisons écologiques, pour des raisons sociales et pour des raisons démocratiques, voilà. Et pour des raisons d'autonomie, quoi, tout simplement. Il faut se limiter à des circuits courts. Mais il faut s'autoriser les circuits longs quand c'est nécessaire, uniquement pour des nécessités. Et puis, des fois, il faut être pragmatique. Hein, dans le cadre d'un processus révolutionnaire, si tu as absolument besoin d'importer tel ou tel produit venu de tel ou tel pays, tu trouves des arrangements. Et puis, des fois, tu fais des pactes avec le diable pour réussir à obtenir ce dont tu as besoin. Et ça, tous les révolutionnaires qui nous ont précédés ont été confrontés à ce genre de problème terrible. Voilà. D'ailleurs, je fais juste un insert, une info. C'est que là, je vais ressortir un bouquin chez Libertalia l'an prochain. Chez Libertalia et chez un éditeur antillais qui s'appelle Atlantique déchaîné. Ce sera un bouquin sur la révolution haïtienne. Voilà. Alors là, je peux vous dire que la question sur une petite île comme Haïti, la question de la problématique des importations, on fait la révolution, on se débarrasse du système esclavagiste, mais en fait, on ne peut pas faire autrement que du commerce avec les pays esclavagistes hostiles qui nous cernent. Voilà. Et Toussaint Louverture et ses successeurs ont été confrontés à ce problème-là en permanence. Si vous voulez, c'est un problème fondamental pour les révolutionnaires. Mais en fait, il faut que la révolution avance. il faut réussir la contagion révolutionnaire. Voilà. Il faut la réussir, il n'y a que ça qui peut nous sauver. Et peut-être juste pour rebondir là-dessus, justement, est-ce qu'avec les expériences qu'on a de précédentes situations révolutionnaires, il y a une idée de l'échelle idéale pour que ça puisse prendre en quelque sorte? Est-ce qu'il faut que ce soit la plus grande échelle géographique possible, ou au contraire, plus c'est petit, plus ça change? Ah bah non, il faut la plus grande échelle géographique possible, non, c'est sûr.
c'est clair. Même si on se retrouve du coup face à la situation où on doit convaincre une masse de personnes qui est relativement énorme et qui est potentiellement peu sensible à notre cause, quoi. En quelque sorte. Ça, une révolution, elle éclate pas. Une révolution n'éclate pas forcément parce que les gens sont acquis à nos idées. Les révolutions éclatent parce qu'à un moment donné, tu as des circonstances historiques qui font qu'il y a une crise sociale, que d'ailleurs le dérèglement climatique peut accélérer sur la planète entière. On va vers sans doute de plus en plus de crises sociales qui peuvent être des crises révolutionnaires. Et donc une révolution elle éclate d'abord pour ça. Pas parce que les gens d'un seul coup ils ont lu Bakounine et qu'ils ont eu la révélation, quoi. Par contre, quand une crise révolutionnaire intervient, c'est là que c'est important que des forces révolutionnaires organisées, et libertaires si possible, pas juste des affreux néo-staliniens, soient capables d'être présents, d'être là et de réussir à emmener les gens sur ce projet-là. Et après, l'idée c'est qu'effectivement, l'idée aussi des dynamiques et des processus révolutionnaires, c'est qu'un pays qui va rentrer dans un processus révolutionnaire, dans une révolution, à un moment donné, il peut servir de point de ralliement, de modèle, effectivement, à d'autres pays qui connaissent des turbulences un peu analogues. Alors la France révolutionnaire a joué ce rôle-là, à la fin du XVIIIe siècle, très clairement, puisque d'un seul coup, on voyait surgir partout en Europe des pro-français, en fait, qui étaient pro-révolution, quoi. Voilà. La révolution haïtienne, elle a servi un peu ça aussi, il y a eu des explosions de révoltes anti-esclavagistes dans la Caraïbe à cette époque-là. La révolution russe, j'en parle même pas, il y a eu carrément une vague révolutionnaire qui a balayé l'Europe. Voilà, mais après, le truc, c'est de réussir à faire en sorte que l'entraide fasse en sorte que la révolution gagne ailleurs, parce que si on reste isolé, c'est là qu'on est mal, quoi, en fait. Tu voulais... Du coup, vous avez répondu... Ah, tu peux me tutoyer, tu sais. Ça me fait bizarre, sinon. Du coup, tu as répondu à ma question, c'était comment on va faire pour bouleverser les systèmes de pensée des personnes qui sont face au discours majoritaire qu'il y a, comment la révolution va entraîner un bouleversement des systèmes de pensée majoritaires. Et du coup, vous avez dit que il fallait que tu as dit que fallait que les forces révolutionnaires soient convaincantes. Soient convaincantes, et c'est à partir de là que les personnes pourront... Tant qu'on est dans une situation non révolutionnaire, ce qui est notre situation actuelle malheureusement, tant qu'on est dans une situation révolutionnaire, les révolutionnaires sont contraints, là c'est le chapitre sur les stratégies révolutionnaires qui est dans le bouquin aussi, que j'aborde, mais tant que nous sommes dans une situation non révolutionnaire, les forces révolutionnaires, libertaires, etc. sont... on va dire que leur stratégie va consister à essayer de fomenter, de construire, d'impulser des contre-pouvoirs en fait. Et des contre-pouvoirs, ça peut prendre différentes formes dans la société. Sur les lieux de production, souvent ça va être des syndicats combatifs, des syndicats de lutte, mais ça peut être des associations de locataires sur les questions du logement, des associations féministes, antiracistes, voilà, des contre-pouvoirs qui vont s'opposer un peu au régime actuel et qu'on voit comme étant les embryons possibles d'un double pouvoir dans le cadre d'une crise révolutionnaire, ce qui a existé pareil à plusieurs moments de l'histoire, où on se retrouve dans des situations de double pouvoir parce que, d'un coup, il y a une telle extension, si vous voulez, du mouvement des syndicats de lutte, des assemblées citoyennes, etc., qui commencent à concurrencer le pouvoir d'État. Et on se retrouve dans une situation de double pouvoir. On a vécu ça un peu dans la Révolution française, dans la Révolution espagnole, dans la Révolution russe. Sauf qu'en fait, ce double pouvoir ne dure jamais bien longtemps, c'est souvent une parenthèse, et la question après, c'est de savoir qui va l'emporter entre le pouvoir populaire et le pouvoir d'État. Voilà. Nous, évidemment, ce qu'on va souhaiter, c'est que ce soit le pouvoir populaire qui l'emporte, de façon justement à pouvoir mettre en place une société différente, une société socialiste, socialiser la production, etc. etc. Mais c'est forcément un processus, évidemment, et c'est quelque chose qui se... Et quand je dis que c'est un processus, je veux dire aussi, honnêtement, que ce sont des moments d'intense politisation, généralement, où des gens qui, des fois, n'avaient jamais vu zéro idée politique toute leur vie, d'un seul coup se mettent à turbiner à fond et à dépasser les révolutionnaires, parfois en termes de radicalité. C'est des trucs qu'on voit même dans les luttes à l'heure actuelle. Voilà. Je vous invite d'ailleurs à regarder un documentaire qui est assez fascinant pour ça. C'est celui qui est en 4 épisodes, qui est sorti, vous savez, sur l'époque du Chili, du Front Populaire, là.
comment ça s'appelle merde, j'ai oublié le nom de ce documentaire. Personne ne voit ce que c'est? Sur le Chili du Front Populaire, d'Allende, tout ça. J'en ai vu un, mais Pareil, j'en ai vu il un. n'était pas en 4 épisodes. Il est peut-être en 3, peut-être en 3. Bon, en fait, ce qui est fascinant dans ce documentaire, c'est que on voit que le Chili est dans une situation pré-révolutionnaire, voilà, où en fait le niveau de politisation de la population est juste hallucinant, quoi. C'est-à-dire que les gens, enfin les journalistes vont tendre leur micro dans la rue, dans des usines, dans des bidonvilles et tout. Et vous avez des ouvriers qui tiennent des discours politiques ultra carrés, ultra construits. Il y a des mamies dans les bidonvilles qui disent non mais là en fait il faut absolument que le gouvernement distribue des armes parce que là en fait l'armée va faire un coup d'état fasciste. Hein, donc c'est vraiment très urgent, etc. Enfin c'est complètement ouf quoi. C'est complètement ouf. La société se politise à une vitesse incroyable parce qu'on est dans une situation pré-révolutionnaire et qu'on sent qu'il y a une urgence. Il y a vraiment une urgence. On sent que le fascisme risque de frapper si le peuple ne prend pas les devants. Voilà. C'est ça une situation pré-révolutionnaire ou un processus révolutionnaire. Ça peut paraître à des années-lumière de ce qu'on vit aujourd'hui. Hein. Mais voilà, faut savoir que ça peut exister. Et qu'il faudra être là à ce moment-là. Hein. Et j'ai 2 questions. C'est juste par rapport au consensus. J'ai vu que c'était un principe dans les assemblées, mais comment on peut faire pour qu'il y ait véritablement un consensus et que j'ai l'impression qu'il y a toujours quelqu'un qui va être pas d'accord, donc pourquoi on peut avoir une harmonie Là, en vrai, c'est le pragmatisme qui s'impose en général. C'est-à-dire que dans une assemblée, c'est pareil, dans une assemblée, tu peux proposer, on va essayer de trouver le consensus. Mais tu sais très bien que si tu ne le trouves pas et qu'il y a une décision importante à prendre, tu finiras par voter, quoi. C'est, tu peux pas. La majorité des gens, globalement, ils vont dire bon, on va arrêter de nous emmerder, là, on va pas rester 3 heures, là, on va voter, puis voilà. Après, c'est une culture, hein, c'est une culture démocratique aussi. Dans les mouvements sociaux en Amérique latine, notamment au Brésil, par exemple, il y a une très forte culture du consensus, de la palabre qui peut durer des plombes et des plombes, avant de trouver une solution, machin, tout ça. Puis dans d'autres cas, on perd moins de temps, entre guillemets, quoi. Voilà. Mais c'est difficile. Enfin, moi, je pense que le principe, en tant que militant, je pense que le bon principe, c'est de dire, on commence par essayer de trouver un consensus, voilà, un truc qui va paraître convenir à tout le monde. Si vraiment on n'y arrive pas, on votera, et puis voilà. Et du coup, nous à la Fédération anarchiste, c'est comme ça qu'on fonctionne. Et du coup, dans le cadre des congrès, donc qui dépendent du coup à l'échelle nationale, puisque du coup, il y a aussi la Suisse et la Belgique. Mais du coup, il y a quelque chose de proposé. C'est en gros, s'il y a des personnes qui s'opposent, elles viennent expliquer pourquoi elles s'opposent. Si tu t'opposes, il faut que tu sois justifié. Tu ne peux pas juste dire je m'oppose parce que je m'oppose, mais tu te justifies. Et en fait, c'est dans aussi, on parlait de culture, une culture de l'amélioration. Bon, je m'oppose parce qu'il y a ça, mais du coup on pourrait transformer ça comme ça. Et si l'opposition reste, on passe à autre chose, en fait, on vote problème suivant. Et sinon, si l'opposition se transforme du coup en abstention ou même ou juste c'est bon, le truc passe. Et en gros, il n'y a pas de notion de vote, il n'y a pas de gens qui votent pour, etc. Par exemple, imaginons, on fait une motion, je sais pas, contre la guerre, voilà, qui est écrite, etc., qui est proposée par ses camarades. Si quelqu'un s'oppose, en gros, on la propose, ils expliquent ce qu'ils veulent faire. On ne demande pas qui est pour, qui est contre, on demande qui s'oppose. Les gens qui s'opposent lèvent la main. Après, ils vont expliquer pourquoi ils s'opposent, comment on pourrait améliorer le texte, etc. Et après, ça passe. C'est toute une culture, c'est un fonctionnement différent. L'Union communiste libertaire, ça fonctionne avec une majorité, comme on dit, qualifiée, c'est ça, non ? Une majorité qualifiée à 60%. C'est-à-dire qu'en gros, pour qu'une décision, une orientation devienne vraiment collective, il faut qu'elle obtienne 60%. Voilà. C'est histoire de dire qu'il ne suffit pas d'avoir 51% et ça y est, t'es le plus fort, quoi. Faut quand même réussir à discuter, convaincre et trouver justement une forme qui soit quand même un peu plus majoritaire que ça, quoi. Oui, je me disais que forcément, dans ces milieux anarchistes aussi, une part qui est dédiée à l'analyse en fait de ce qui s'est passé dans l'histoire, pour éviter de reproduire les mêmes erreurs. Enfin, j'imagine qu'il y a des écrits et une part de réflexion de toutes ces expériences pour essayer que ça ne se répète pas. Ouais, alors ça c'est un des chapitres du livre.
c'est le rôle du mouvement anarchiste dans certains mouvements révolutionnaires, enfin dans certains processus révolutionnaires. Alors j'en cite quelques-uns dans le bouquin. Bah non, mais de tête je les connais en fait. C'est les plus connus. Alors le plus connu, le summum, au pinacle, c'est la Révolution espagnole, voilà, qui donne lieu à des débats passionnants et en fait qui resteront inachevés toujours sur la question de ce qu'ont fait les anarcho-syndicalistes dans la Révolution espagnole. Où est-ce qu'ils se sont trompés? Pourquoi ils ont fait ci? Pourquoi ils ont fait ça? C'est quoi les erreurs stratégiques? Alors c'est un débat absolument passionnant, on pourrait y revenir, mais c'est interminable en fait, comme débat, c'est un labyrinthe. La Révolution russe, voilà, où les anarchistes ont joué un rôle, mais avec des limites. Ils ont adopté des stratégies un peu diverses, et tout ça, pareil, a donné lieu à des énormes débats de débrief, on va dire, de débrief dans les années 20, dans les années 1920. La Révolution mexicaine, voilà, où les anarchistes ont tenté de jouer leur partition depuis une position très difficile, minoritaire en exil, donc c'était vraiment pas évident, mais avec néanmoins une stratégie qui n'était pas idiote, même si ils ont perdu. Et puis je cite également alors des exemples qui sont moins connus, mais qui sont la Chine, en fait, la Mandchourie. Donc voilà, la commune de Shinmin, qui est un exemple sur lequel on a en réalité peu de documentation, mais on sait que ça a mis en branle quand même une population de entre 1 et 2 millions de personnes à peu près pendant quelques années, mais qui a été écrasée par les Japonais, quoi, en fait. Voilà, à l'époque c'était en 32. Enfin pas en 32, mais entre 1929 et 1931. Et puis un exemple qui est encore moins connu, qui est celui de la commune de Stranja, et dans le cadre d'une insurrection balkanique contre l'Empire ottoman, où là c'est pareil, il y a eu des maquisards, on va dire, qui ont formé une sorte de petite république sur des bases socialistes libertaires, avant de se faire écraser par l'armée ottomane. Voilà. C'est pas très connu ça. Mais là, du coup, il n'y a pas beaucoup de débat là-dessus, parce que la stratégie, il n'y a pas beaucoup de débat stratégique à avoir sur ce qui leur est arrivé, les pauvres. Par contre, sur la Révolution espagnole, il y a des vrais débats. Alors, juste pour vous dire, je ne vous donne pas la solution, je vous donne juste les termes du débat. La Révolution espagnole donc, se situe dans le cadre de la guerre d'Espagne, entre 1936 et 1939, on va dire. Et là, en fait, il ne faut surtout pas imaginer qu'il y a deux camps. Il ne faut surtout pas imaginer qu'il y a les républicains et les franquistes. Ça ne marche pas comme ça. La Révolution espagnole, ou la guerre d'Espagne, il y a trois camps. Il y a les franquistes, fascistes, il y a les républicains, l'État républicain en fait, et puis il y a les révolutionnaires. Et en fait, il y a une question de est-ce qu'on s'allie ou pas entre les révolutionnaires et les républicains. Le choix qui est fait, et qui est fait, je crois, très tôt, puisque le coup d'État fasciste, la tentative, c'est le 19 juillet 1936, où l'armée s'empare d'un certain nombre de villes, etc. Puis dans d'autres villes, le coup d'État est mis en échec par une contre-insurrection ouvrière. Et là, en fait, dès le 19 juillet, 20 juillet, 21, ça se joue dès les premiers jours. Dès les premiers jours, il y a des assemblées générales de la CNT pour se discuter, est-ce qu'on fait alliance ou pas avec l'État républicain pour écraser les fascistes. Et c'est un vrai débat, en fait. Parce que, donc, il y en a qui disent, oui, on est obligé parce que de toute façon, on a besoin d'armes, mais dès qu'on aura liquidé les fascistes, de toute façon, on liquide les républicains. Voilà. Alors, on liquide l'État républicain et la révolution, c'est nous, quoi. Et en fait, le problème, c'est que cette alliance provisoire qui devait durer 2 semaines, parce qu'ils pensaient qu'ils allaient éliminer les fascistes en 2 semaines. Ça s'est pas fait comme ça, mais voilà. En fait, cette alliance qui devait être provisoire s'est éternisée, on va dire, un petit peu. On s'est installé dans la guerre, et finalement, il y a eu une sorte d'alliance qui a fini par devenir de plus en plus une compromission politique, puisqu'à un moment même, en novembre 1936, il y a eu des dirigeants anarcho-syndicalistes qui sont rentrés au gouvernement républicain. La CNT a envoyé des ministres au gouvernement républicain dans l'idée qu'il fallait un peu mieux contrôler de l'intérieur ce qui se passait là-dedans, etc. Alors que le gouvernement républicain, qui lui souhaitait éliminer les fascistes et les révolutionnaires, c'est pour ça que je dis qu'il y a 3 camps, le gouvernement républicain a tout fait pour saboter, par exemple, les milices anarcho-syndicalistes qui fonçaient sur Saragosse pour s'emparer de Saragosse. Saragosse était la 2e capitale de l'anarcho-syndicalisme après Barcelone. Les fascistes s'en étaient emparés. Si jamais on réussissait à libérer Saragosse, c'était sûr qu'on gagnait la guerre. En gros, c'était ça leur idée. Parce que c'était vraiment la grande capitale industrielle après Barcelone. Donc il fallait absolument libérer Saragosse au plus vite
avant que les fascistes aient le temps de liquider et de massacrer les prisonniers qu'ils avaient faits, et les ouvriers, etc. Et donc les anarcho-syndicalistes foncent sur Saragosse, et le gouvernement républicain fait tout pour que la CNT ne s'empare pas de Saragosse. Parce que si elle s'emparait de Saragosse, il y avait des chances qu'effectivement, elle emporte le morceau et qu'elle balaye les fascistes, puis les républicains. Il y avait 3 camps. Vous voyez, en fait, à partir du moment où on pense avec ces 3 termes-là, et on visualise bien avec cette grille de lecture-là, ça ouvre la possibilité à des débats, des interprétations et des débats stratégiques immenses, quoi. Que 50 ans plus tard, les rescapés de la Révolution espagnole n'avaient pas liquidé, ils continuaient de s'engueuler. Hein. Les vieux de 80 ans, ils continuent de s'engueuler entre eux sur ce qu'il fallait faire ou pas faire et à quel moment on a merdé. C'est absolument passionnant. Alors ça, je l'aborde un tout petit peu dans le bouquin, mais je l'aborde sur une page parce que il y a des bouquins entiers là-dessus. En parlant de ça, justement, moi je me demandais comment on envisage la question militaire, en fait, de la place de la violence dans la Révolution, sachant que globalement, je sais pas, personne sait se battre, et qu'est-ce qu'on ferait si on avait des armes dans les mains, et comment on ferait pour récupérer ces armes, et comment on ferait pour résister à la riposte étatique qui serait probablement sanguinaire, et ensuite aux alliances internationales, si jamais la Révolution venait à prendre aux alliances militaires internationales pour écraser cette Révolution. Ouais. Ça me paraît juste lunaire d'imaginer que... Alors en fait, attention, c'est pas si lunaire. Déjà, la question n'est pas lunaire, elle est essentielle. Mais là, je vais te faire une réponse honnête, et je vais te dire que je pense qu'à l'heure actuelle, c'est un peu un point aveugle du mouvement libertaire et du mouvement anarchiste. Même si, en fait, un certain nombre d'événements internationaux qu'on a suivis de près depuis 15 ans, enfin, tu vois, même je pense par exemple aussi à la guérilla kurde, etc., où on a, je pense, appris pas mal en fait, de ce mouvement révolutionnaire-là en termes de réflexion, mais même en fait la guerre en Ukraine nous renvoie en fait à des schémas finalement révolutionnaires, enfin d'investissement, enfin de peuple en armes, on va dire, qui ont existé dans le passé. Et si on prend l'exemple de la France, dans 2 cas qui me viennent comme ça, la Révolution française et la Révolution, c'est difficile d'en parler comme ça parce que c'est pas non plus une révolution très spectaculaire, mais en 1870, quand il y a eu la guerre franco-prussienne et qu'il y a eu la chute de Napoléon III, en fait, la République a été proclamée sur fond en fait, de soulèvement populaire. Hein. Il y a eu un soulèvement populaire qui a fait assez peur à la bourgeoisie d'ailleurs, qui était très pressée de signer la paix avec les Prussiens à cause de ça. C'est pas la Commune de Paris. C'est avant la Commune de Paris. La Commune de Paris, si tu veux, c'est la fleur qui éclot sur ce... Non mais ça vient d'un truc très profond en fait, hein, la Commune de Paris. Ça vient sur un mouvement populaire, un soulèvement populaire, dans l'idée que Napoléon III est tombé, c'est réglé. Maintenant, c'est le peuple en armes qui défend la France contre l'impérialisme allemand, quoi, si vous voulez. Et en gros, on défend la révolution. On ne défend plus un misérable empereur qu'on méprise. On défend la France révolutionnaire contre l'impérialisme allemand. Bon, voilà. Si vous prenez l'évolution des positions de Bakounine, par exemple, à cette époque-là, c'est vraiment totalement ça, quoi. Il est défaitiste révolutionnaire pour la France. Il souhaite que Napoléon perde. Mais dès que Napoléon est à terre, il prend une position inverse, qui est une position défensiste, en disant il faut défendre la révolution maintenant, le soulèvement populaire, etc., et donc le peuple en armes. Et en fait, comme l'armée impériale a été détruite, il n'y a plus effectivement sur le terrain que ce qu'on appelait la garde nationale. La garde nationale, c'est une sorte d'armée citoyenne de réserve. Donc en fait, c'est vraiment le populo, quoi. C'est les ouvriers, les pharmaciens, les petits commerçants, c'est des gens à qui tu colles un fusil, un vague uniforme sur le dos, et vas-y, quoi. Bon. Et en fait, la garde nationale, en 1870, mais comme d'ailleurs en 1791, 12, 13, hein, sous la Révolution, la garde nationale, en fait, c'est une force paramilitaire citoyenne, dans laquelle il y a plein de débats politiques, parce qu'en fait, les gens mettent leur vie en jeu, quelque part, pour défendre leur révolution. Ils mettent leur vie en jeu, et il y a plein de débats politiques. C'est un truc assez intéressant et qui est assez peu étudié, mais en fait, qui doit nous faire réfléchir, nous, en tant que révolutionnaires, sur, effectivement, c'est à quel moment, en fait, on a cette possibilité de poser la plume pour prendre le fusil. Hein. Les révolutionnaires de 70, les blanquistes, les internationalistes de la première internationale et tout, à un moment donné, ils sont tous rentrés dans la garde nationale, quoi. Ils sont tous rentrés. Et du jour au lendemain, ils se faisaient élire, parce qu'en plus c'était des trucs assez démocratiques, où tu te faisais élire capitaine ou quoi, et du jour au lendemain, ils ne luttaient plus par la plume, c'était génial, ils avaient des fusils, quoi. Ils avaient des fusils, et ils faisaient la loi dans Paris, si vous voulez. Et après, il y a eu la Commune de Paris, effectivement, qui a été l'aboutissement, on va dire, de ce moment-là.
Alors ça, c'est un truc qui doit nous faire réfléchir. Là où il y a une limite à ce que je raconte, hein, c'est que quand on est au XVIIIe siècle avec la Révolution française, ou quand on est en 1870, on est encore sur des techniques militaires assez rudimentaires. Hein. On te colle un fusil dans la main, puis voilà, tu sais déchirer une cartouche avec tes dents, et puis après, voilà. À notre époque, manœuvrer des avions de chasse, ou des canons César, ou je ne sais quoi, des drones, alors ça non, justement. C'est là qu'on revient justement à la créativité populaire, et où l'Ukraine nous renvoie à ça, c'est que l'Ukraine, quand il y a eu l'invasion russe, en fait, il y a eu donc beaucoup de gens, beaucoup justement de gens de gauche, d'extrême gauche, de révolutionnaires qui sont engagés dans ce qui s'appelait la défense territoriale, qui était pareil, une sorte de force paramilitaire supplétive citoyenne, bon, voilà, qui n'était pas l'armée régulière. Ils se sont engagés là-dedans et en fait ils ont beaucoup contribué quand même à la défaite de l'invasion russe dans les premières semaines. Et puis en fait, par la suite, en fait, dans l'armée ukrainienne aujourd'hui, il y a quand même beaucoup, toujours, de do-it-yourself et de système D et de débrouillardise et de trucs de créativité, où en fait tu t'aperçois que des gens qui la veille, enfin pas la veille, mais quelques mois auparavant faisaient des métiers pas du tout militaires, enfin voilà, ils n'étaient pas du tout là-dedans, ils n'y pensaient pas du tout. Bah là, ils se retrouvent à assembler des drones, réfléchir à comment faire pour ceci, cela, et alors qu'on est dans une guerre moderne en 2025. Quoi. Bon. Donc en fait, il ne faut pas se sous-estimer. Il y a toujours cette possibilité. Mais par contre, et là je pense que il y a un truc qui va nous dépasser, effectivement, c'est la question des armements de haute technicité, où là, on ne s'improvise pas, effectivement, pilote de chasse ou je ne sais quoi. Et là, tu as juste à croiser les doigts, effectivement, pour qu'il y ait une fraction de l'armée qui soit du côté du peuple. Mais il ne faut pas non plus désespérer, parce que c'est ce qui s'est passé dans plein de processus révolutionnaires, encore une fois. Hein. Même si là, les militaires ont l'air d'être tous des fachos, et voilà, on ne sait pas exactement ce qui peut se passer dans le cadre d'un processus révolutionnaire. Tu peux avoir des fractions de l'armée, des soldats, qui se disent qu'en fait, finalement, leur place, enfin, qui peuvent avoir des doutes et se dire, mais qu'est-ce qu'on fait, où est notre place? Voilà. Dans le cadre de la Révolution française, mais bon, on revient à des systèmes d'armement du XVIIIe siècle, mais dans le cadre de la Révolution française, on avait une armée royale, qui était une armée de maintien de l'ordre et de répression du peuple. Et en fait, en l'espace de quelques années, alors ça s'est joué sur les années 93, 94, 95, hein, elle a été totalement subvertie par ce qu'on a appelé l'amalgame, c'est-à-dire que tu avais des bataillons de volontaires qui étaient des ouvriers du faubourg, quoi, et des paysans ou quoi, qui s'enrôlaient dans le cadre de la levée en masse et du peuple en armes pour défendre la Révolution contre les armées royalistes étrangères. Et en fait, il y a eu une submersion de ce qui restait de l'armée royale par ces régiments populaires, et on a procédé à l'amalgame. On a refondu toute l'armée française en mettant un bataillon d'Ancien Régime avec 2 bataillons révolutionnaires, de façon à ce que les militaires professionnels puissent transmettre leur savoir au peuple en armes qui n'y connaissait rien, qui s'il avait été tout seul, se serait peut-être fait plier, quoi. Mais il y a eu cet amalgame, cette transmission de savoir. Et on voit exactement la même chose dans la Révolution haïtienne, pour y revenir, où là ça, c'est absolument spectaculaire, quoi. En 1792, vous avez l'armée française qui débarque pour réprimer l'insurrection des esclaves. C'est une armée blanche, moitié royaliste, moitié républicaine, qui est là pour réprimer les esclaves. 3 ans plus tard, c'est une armée qui est multicolore du sommet à la base, voilà, avec en fait tout un tas d'esclaves qui sont rentrés dedans, enfin d'anciens esclaves qui sont rentrés dedans, et qui désormais sont devenus capitaines, colonels, général, machin, et qui en fait portent l'étendard de l'abolition de l'esclavage et transforment la société, quoi. Voilà. Oh, c'est la vision optimiste, hein, que je vous fais. Mais sans optimisme, il faut avoir quand même en tête quelques modèles historiques pour se dire qu'il y a des choses qui sont possibles. Il faut regarder ce que font nos camarades en Ukraine. Ils ont tous appris à servir d'un fusil et à piloter un drone, quoi. Voilà, nos camarades libertaires là-bas. Parce qu'ils n'ont pas le choix.
Il y aurait pu avoir une 11e, 12e, 13e question dans le livre. Ah bon? Mais je pense à une 11e. Quel avenir pour l'anarchisme aujourd'hui? On parle surtout de post-anarchisme. Oh là Je sais là. pas trop ce que ça veut dire. On a parlé de post-structuralisme. Ouais. Ce Non, serait quoi, alors, alors, il ne s'agit pas de lire dans le marc de café, mais Je sais pas ce que ça veut dire le post-anarchisme, honnêtement. Ouais. Je crois que c'est une formule pour vendre des bouquins, mais Ah bon? je ne sais pas ce que c'est. En fait. Mm. Comme je disais, moi, dans le bouquin, je me suis efforcé de ne parler que du mouvement libertaire réel. Voilà. Et après, s'il y a un gars qui a pris sa plume un jour pour écrire un bouquin sur le post-anarchisme, je ne considère pas que c'est le mouvement libertaire réel, tu vois. Je considère que c'est un gars qui a sorti un bouquin. Avec ça. Je sais que ça existe, hein, mais j'ai jamais trop compris en quoi ça consistait. Pour Voilà. revenir à la question initiale, quel avenir pour vous? Bah, quel avenir En fait, La révolution. la révolution, parce qu'en fait, notre problème, en tant que mouvement libertaire révolutionnaire, notre problème, c'est un moment de réussir à rencontrer les circonstances historiques qui vont faire qu'on va pouvoir effectivement faire la révolution. Ça ne dépend pas juste de nous, effectivement. Nous, là, 20 clampins dans une petite librairie vaillante, mais dans un contexte globalement non révolutionnaire, effectivement, on ne va pas faire la révolution, c'est très bien, c'est pas nous qui allons le décider, quoi. Non, nous, notre rôle, notre tâche, c'est de réussir effectivement à construire des contre-pouvoirs, mais aussi à développer un courant politique communiste libertaire qui soit identifié, hein, qui soit lisible, visible, qu'on comprenne à peu près ce qu'il veut et ce qu'il raconte, que la population sache que ça existe, en tout cas, voilà, et que ça peut être une ressource. Mais après, en fait, il s'agit que cette force organisée, que ce soit le mouvement social large ou que ce soit le courant libertaire, que cette force subjective rencontre des conditions objectives qui vont être des circonstances historiques où il va y avoir une crise sociale et politique qui va permettre un processus révolutionnaire. Voilà, c'est ça l'avenir en fait. Mais en fait, ça peut paraître lointain. Mais encore une fois, hein, le dérèglement climatique et la montée des crises qui vont en découler, ça peut... Ouais, ça peut nous surprendre, quoi. Enfin, faut pas qu'on soit surpris, en fait, justement. Faut qu'on s'attende à ce genre de choses. Et justement, dans l'idée de préparer tout ce qui va nous amener à des circonstances révolutionnaires qui ne sont pas encore réunies, il y a l'idée de la construction des contre-pouvoirs. Et à ce sujet, il y a un chapitre qui présente un peu les modes d'action qui sont employés déjà entre l'insurrection, le syndicalisme et ce qui est appelé le type éducationniste réalisateur, ouais. comme manière de faire exister l'action anarchiste aujourd'hui. Et je me demandais quelles sont les conditions à réunir pour viabiliser ces contre-pouvoirs et ce pouvoir populaire. Parce que étant militant dans un syndicat de lutte, au contact de pas mal de communistes libertaires, on a cette idée de la charte d'Amiens qui consiste à dire qu'on défend à la fois les conditions des travailleurs et des travailleuses aujourd'hui, c'est l'idée classique qu'on soit du syndicat, mais on essaye de construire aussi le fait que le syndicat est capable d'organiser la production par le bas. Et des fois j'ai l'impression qu'on est un peu sur un vœu pieux et que nos syndicats ne sont pas encore capables d'organiser la production. Et en fait on a un énorme défi du fait que l'État a énormément de pouvoir, les capitalistes ont tout le pouvoir d'investissement. Pour avoir des unités de production aujourd'hui autogestionnaires, proprement démocratiques et déconnectées du pouvoir d'État et du capitalisme, sans se faire assimiler, sans se bureaucratiser, c'est extrêmement compliqué. Et je pense notamment à ce que j'ai découvert dans ce bouquin qui s'appelle « Travailler sans patron », qui raconte un peu la trajectoire des tentatives de coopératives autogestionnaires qui, avec le temps, ont fini par perdre leur perspective de lutte et à se bureaucratiser et à avoir une démocratie qui est que formelle et puis qui est au final assimilée dans la loi sur l'économie sociale et solidaire qui a perdu toute sa charge subversive. Comment on fait pour avoir des contre-pouvoirs qui ne s'affaissent pas et qui ne cessent pas d'être des vrais contre-pouvoirs en l'attente de circonstances révolutionnaires? Alors tu poses la question, mais tu sais très bien qu'il y a la réponse dans le livre, puisque justement dans ce chapitre-là, alors pour résumer, dans le chapitre, là j'utilise dans ce chapitre-là, sur la question des stratégies révolutionnaires, j'utilise
j'utilise une grille de lecture qui est due à un historien anarchiste qui s'appelle Gaetano Manfredonia, qui a proposé une grille de lecture très stimulante, je trouve, très stimulante vraiment, pour expliquer en fait les trois sensibilités qui coexistent au sein du mouvement anarchiste sur la stratégie révolutionnaire. Alors, ces trois stratégies, c'est lesquelles? Il y a ce qu'on appelle, primo, la stratégie syndicaliste. Alors, la stratégie syndicaliste, qui ne se limite pas au syndicalisme ouvrier. Hein. La stratégie syndicaliste, en fait, ça veut dire l'organisation révolutionnaire, ou en tout cas la minorité révolutionnaire, doit agir comme un ferment. Un ferment, vous voyez ce que c'est qu'un ferment, hein, qui fait lever le pain, quoi. Donc un ferment pour stimuler. Bah, j'ai dit une bêtise. C'est bien ça, hein. Un ferment, c'est un truc qui va faire gonfler la pâte, quoi. Donc la minorité révolutionnaire doit jouer ce rôle de stimulant dans la masse. Voilà. Donc dans des organisations qui sont larges, qui ne sont pas spécialement libertaires, qui sont juste des organisations de défense des intérêts, mais des organisations de lutte un peu larges, comme typiquement un syndicat. La minorité révolutionnaire doit être là pour impulser des choses et proposer des orientations qui soient plus radicales et tout. C'est la stratégie syndicaliste. Après, à côté de ça, il y a la stratégie insurrectionnaliste. Donc la stratégie insurrectionnaliste, c'est de dire, en gros, ça consiste à dire c'est la violence armée qui va permettre de renverser le système, etc. Et puis, il y a une troisième stratégie qui est la stratégie éducationniste réalisatrice. Et là, effectivement, qui consiste à dire, ah non, mais ce qu'il faut faire, c'est réussir à créer, non pas des contre-pouvoirs, mais des contre-exemples. C'est-à-dire, on va démontrer que c'est possible de fonctionner différemment dans la société actuelle. Donc ça va être des coopératives ouvrières qui vont vouloir faire les choses de façon différente, ça va être des écoles avec une pédagogie différente, ça va être, je sais pas quoi, moi, des squats ou des zones à défendre, vous voyez, tout ce genre de trucs, de zones, de territoires libérés, où on va vouloir impulser une contre-culture, faire vivre comment on appelle ça, une alternative en acte, voilà, une alternative en acte, pour démontrer que le système, on peut faire différemment. Alors, ces trois stratégies, en fait, elles coexistent en vrai dans le mouvement libertaire. Historiquement, elles se sont un peu succédées. À certains moments, elles se sont succédées. À certains moments, elles se sont concurrencées. À certains moments, elles ont été un peu en osmose les unes avec les autres. Ça a dépendu des moments, vous voyez. Par exemple, historiquement, la première stratégie de l'anarchisme, et il s'est fondé là-dessus aussi, pas seulement sur le communisme, il s'est fondé aussi sur l'insurrectionnalisme. C'est-à-dire l'idée que, comme on refuse les élections, ce qu'il faut, c'est faire parler la poudre, et donc on va faire des attentats et réveiller le peuple, et refaire des barricades comme à Paris, sous la Commune. Bon. Alors comme ça n'a pas trop marché, parce que la société, à ce moment, était dans une période plutôt de normalisation, donc du coup, les attentats, ça n'a pas eu de lendemain. Il y a eu un basculement stratégique, et le mouvement anarchiste est plutôt parti sur une stratégie syndicaliste. En disant, bon, ce qu'il faut, en fait, c'est plutôt vraiment s'insérer dans les masses ouvrières en lutte, et y impulser, donc du coup, notre vision des choses, libertaire, etc. etc. Puis à d'autres moments de recul, de défaite aussi du mouvement ouvrier, on voit surgir, ça c'est assez cyclique, on voit surgir aussi justement l'envie de dire, bon, puisqu'on a perdu, puisqu'on a échoué, on voit ça après mai 68, on voit ça après la révolution de 1848 aussi pas mal. Il y a cette idée de dire, bon, on va faire des communautés libres, alternatives, autogérées. Des fois, ça peut donner des trucs très intéressants, des fois, ça peut donner des ghettos un peu inquiétants. Mais en tout cas, ça existe, quoi. Et après, dans le bouquin, j'essaye à chaque fois, sur chacune de ces stratégies, de montrer la possibilité ou la nécessité de cette stratégie, et puis de montrer ses limites. Parce qu'en fait, il n'y a pas non plus une formule magique, hein, si vous voulez. La limite de la stratégie syndicaliste, c'est que si tu ne fais pas gaffe, tu peux te laisser absorber par l'inertie du mouvement syndical. Si tu es dans une phase, par exemple, où la lutte des classes est déclinante, et où c'est la déprime, et tu te laisses absorber par la routine syndicale, et puis du coup tu perds un petit peu le point de vue révolutionnaire dans tout ça. Donc ça, c'est quand même la limite de la stratégie syndicaliste. Il faut réussir à s'extraire un petit peu de tout ça. La limite de la stratégie insurrectionnaliste, c'est que si tu te gourdes si tu te trompes dans l'analyse de la période et que tu sors les flingues au mauvais moment, tu finis comme action directe, voilà. Donc ça, c'est pas non plus trop une bonne idée. Donc un groupuscule de 15 personnes qui se fait liquider dans l'indifférence générale par l'État, voilà. Donc tu as intérêt à bien réfléchir, mais
il y a un moment donné où c'est nécessaire de sortir les flingues, hein, forcément, on est révolutionnaire, on le sait, mais juste, il ne faut pas se gourer de moment pour le faire. Voilà, la stratégie insurrectionnaliste. Voir ce qu'on fait, donc, la révolution espagnole, russe, la révolution mexicaine, ils ont sorti les flingues au bon moment, quoi, on va dire. Dans d'autres cas, ils se sont trompés. Et puis, la stratégie éducationniste réalisatrice, c'est un truc que moi je trouve extrêmement intéressant, surtout, comment dire, pour penser un petit peu la résilience par rapport à la crise écologique, etc. Tout ce qui est alternative en acte pour essayer de penser les circuits courts, les modes de consommation, essayer d'inventer des choses en dehors du système et tout, c'est extrêmement intéressant. Et ça nourrit, je pense, ça nourrit l'action et la pensée du mouvement social. La limite, et on le sait tous, c'est que des fois, des communautés, des coopératives ouvrières qui peuvent paraître un truc avant-gardiste à un moment donné, ils sont absorbés par le marché, puis ça devient une entreprise comme une autre. Ou alors des communautés de vie libre et égalitaire qui dégénèrent en ghetto normatif, ça, il y en a eu plein, quoi. Voilà. Et, avec des gens qui s'enfuient du truc en disant c'est devenu une secte, quoi. Donc ça existe aussi, quoi. Mais il ne faut pas jeter la pierre à ça. En fait, c'est normal que ça existe, en fait. C'est cyclique. Et le meilleur moyen de ne pas tomber justement dans... d'éviter ces limites-là, de ne pas devenir un bureaucrate syndical poussiéreux, ni une secte anarchiste dans sa communauté ou je sais pas quoi, c'est de toujours garder à l'esprit que ce qui compte, c'est le mouvement social large. Voilà. On n'est pas juste dans son couloir de nage, dans son truc, dans sa routine à soi. C'est les luttes collectives, c'est la lutte des classes, c'est le mouvement social large. Il faut y rester connecté. Voilà. Il ne faut pas faire sa coopérative ouvrière dans son coin. Il faut rester connecté au mouvement syndical. Voilà. Faut pas aller poser des bombes ou je sais pas quoi tout seul dans son coin. Il faut penser que on peut le faire à certains moments, pas tout le temps. Et il faut savoir respecter aussi les rythmes et comprendre les rythmes du mouvement social et comprendre la période historique dans laquelle on est, etc., etc. Voilà. Et il faut en fait... je parle trop là. Et en plus je me répète, donc j'arrête. Vous m'avez compris. Du coup, la réponse courte, c'est l'organisation politique. J'irai plus loin que l'organisation politique, j'irai vraiment la conscience que le mouvement social, c'est pas nous tout seuls. C'est large, il faut en comprendre le rythme, il faut en comprendre le tempo, il faut comprendre les circonstances historiques dans lesquelles nous sommes, si on ne veut pas se gourer de période, si on ne veut pas faire n'importe quoi, et voilà. Juste à partir des fermes, par exemple les projets autogérés, comme vous avez dit, les squats, les fermes, etc., comment les gens ils peuvent se dire à partir de ces projets, ok, ça existe à un format plutôt, à une échelle qui est plutôt locale, comment ils peuvent se dire, ah ok, à partir de là, si ça marche à un niveau local, ça peut aussi marcher à un niveau national et à grande échelle. Je pense que là, en fait, c'est la théorie de la tache d'huile, quoi. C'est-à-dire que le truc, alors, qui ne marche pas souvent la théorie de la tache d'huile par ailleurs, mais c'est de se dire, il y a un truc qui va servir de modèle, qui va faire envie, on va essayer de l'imiter, et donc il va y avoir un peu une contagion. Bon. Alors souvent, ça marche quand même pas trop parce que les structures capitalistes, l'inertie de la routine, etc., fait que c'est rare que les gens décident d'un seul coup de changer leur modèle, le modèle agricole. On voit bien qu'il y a des inerties extrêmement fortes. Mais dans le cadre, encore une fois, je reviens à ça, dans le cadre d'un processus révolutionnaire, ça peut tout à fait prendre. Et en fait, l'existence justement de contre-modèles, de modèles alternatifs, dans le cadre d'un processus révolutionnaire, c'est là qu'il peut y avoir d'un seul coup effectivement une propagation. Et là, je reprends l'exemple de la révolution espagnole. Je pense vraiment au modèle agricole quand je parle de ça. Mais quand tu vois la révolution espagnole ou la révolution russe, tu as vraiment des idées de contre-modèles où effectivement tu as des collectivités agraires qui sont créées avec socialisation des terres. Les paysans mettent les outils, le labeur en commun, etc., etc. Ils forcent personne, c'est très important. Mais juste par l'exemplarité, ils montrent qu'en fait on peut travailler moins en travaillant ensemble et en fait gagner plus, quoi. Enfin, je schématise, mais en gros il y a vraiment un profit à socialiser, et à collectiviser, et à coopérer. Et donc tu as des paysans qui vont être conservateurs et réfractaires, qui au bout d'un moment vont se dire putain je suis peut-être un peu con de rester tout ça dans mon coin, quoi. Bon, il y en a qui comprendront jamais peut-être, mais ça sert à rien de les forcer. Voilà. Et même d'ailleurs, j'ai envie de dire, je trouve que la façon dont la gauche kurde a géré la question agricole au Rojava, au Kurdistan syrien,
c'est une solution créative dont on est très proche en vrai. Parce qu'ils n'ont pas du tout fait de la collectivisation forcée et des colcos. Hein. Ils ont plutôt incité à former des coopératives agricoles, quoi, tout simplement. Voilà. Dans une région où l'agriculture est dominée par le blé, le coton, ils ont plutôt poussé, bon il y a aussi du maraîchage, tout ça, ils ont plutôt poussé à la mise en commun de l'outillage, à former des coopératives agricoles et tout, sans forcer les gens, mais plutôt sur l'exemplarité et sur la promotion d'un modèle différent, et ça a plutôt bien marché, quoi. Voilà. Je voulais comprendre comment est-ce qu'on fait pour définir les questions prioritaires dans un système, disons, anarchiste pacifique, enfin, pas dans la situation révolutionnaire, mais après, parce qu'aujourd'hui on a une vie politique qui marche sur un calendrier, enfin tourne autour d'un calendrier, on va renouveler un parlement, quels seraient les rythmes dans lesquels la population a à s'exprimer, et comment est-ce qu'on définit les questions prioritaires, parce que les problématiques avec les crises environnementales vont s'accumuler, les questions à résoudre vont être trop nombreuses, comment est-ce qu'on va définir un ordre de priorité de façon collective, et qui décide cet agenda politique? J'ai pas forcément la réponse là, tu vois, là comme ça, là j'ai pas le schéma, mais j'imagine que, j'imagine qu'en fait il n'y a pas tant de questions prioritaires que ça, enfin si, ou alors tu dis oui tout est prioritaire et puis tu t'en sors plus, quoi, mais tu peux tout simplement t'en sortir en disant, bah écoutez, c'est un système qui a choisi à une époque la CGT, à l'époque où elle était syndicaliste révolutionnaire, il y avait trop de questions à traiter dans le cadre d'un congrès, on ne s'en sortait plus, donc il fallait définir à l'avance quels étaient les sujets dont les syndicats avaient vraiment envie de parler et donc ils estimaient prioritaires. Donc on mettait 15 ou 16 sujets sur la table, qui étaient tous les sujets que les gens avaient inscrits, puis il y avait un référendum, et puis les sujets qui obtenaient le plus de voix disant c'est ça dont on a besoin de parler et qu'il faut absolument trancher, les 5 premiers étaient retenus, puis c'était voilà. Puis les autres, ils devaient attendre la fois suivante. Oui, c'est une solution comme une autre. Oui, mais hein, dans un cadre déjà très organisé, très ouais, structuré. tout à fait, ouais. Si l'idée c'est que tout le monde puisse idéalement participer à ces grands débats, j'imagine qu'il y aurait toujours des groupements de personnes qui arriveraient avec leurs questions prioritaires, arriveraient à faire communiquer autour et s'imposeraient dans le débat, et parfois saboteraient des questions... questions urgentes sur lesquelles travaillent d'autres en parallèle. Non, j'ai envie de te dire non. Tu vois, quand je prenais l'exemple de la CGT, c'était délibéré parce que c'était une organisation confédérale, enfin ça l'est toujours d'ailleurs, une organisation confédérale, vraiment qui fonctionne sur le fédéralisme, chaque syndicat étant autonome à l'intérieur, donc c'est un peu, tu vois, c'est un vaste bordel, hein, si tu veux, voilà. Et donc tu avais des syndicats très à gauche, des syndicats des fois plutôt à droite, enfin, j'exagère, pas vraiment à droite, mais modérés, on va dire, voilà, syndicats modérés, puis des syndicats très révolutionnaires, qui avaient des idées très différentes sur quelles étaient les priorités. Voilà. Il y en avait pour lesquelles la priorité des priorités, c'était l'antimilitarisme, tu vois, par exemple. Puis d'autres, c'était les salaires. Et puis d'autres, c'était la question du fonctionnarisme syndical, c'est-à-dire la bureaucratie, comment est-ce qu'on fait pour limiter. Chacun avait le droit de dire, c'est ça la priorité. Mais pour que ce soit inscrit à l'ordre du jour du Congrès, il y avait un référendum préalable, et les 5 questions prioritaires étaient retenues. Voilà. Mais ce qui ne disait pas que toutes les questions éliminées, on n'en parlerait jamais. Ça pouvait vous dire qu'elles auraient leur tour la fois suivante, quoi. C'est une façon comme une autre. De toute façon, à un moment donné, t'as toujours des mécontents qui vont dire « Ah putain, mais je t'avais bien dit que c'était ça qui était prioritaire. » Parce que j'imagine un débat ouvert où un peu tout le monde pourrait arriver avec sa question, et c'est compliqué. Ouais, bah non, c'est sûr que la démocratie, hein, c'est pas une panacée. Hein. C'est pas... Ce qui est tranquillisant, c'est quand il y a un dictateur qui décide de tout. Hein. Ça, c'est sûr que c'est reposant, quoi. La démocratie, des fois, ça peut être un truc un peu fatigant, faut le reconnaître. Mais si c'est bien organisé, moi vraiment, je plaide pour ça. Hein. Je plaide pour ça, de dire, ça ne doit pas être l'assembléisme perpétuel épuisant où on a l'impression que plus rien n'a de sens parce que ça ne s'arrête jamais. Puis l'assemblée qui se tient la semaine suivante décide l'inverse de ce qui s'est passé la semaine précédente. Non, moi je pense que les moments démocratiques, ça doit rester des temps forts en fait, des moments qui soient délimités dans le temps, vraiment identifiables par tout le monde, du coup comme étant un rendez-vous important, qu'on ne va pas rater, sur lequel on se prépare, voilà, on prépare le débat, et quand on y va, quoi. Parce qu'on sait que ce qui va en sortir, c'est un truc décisif. Il y a un vrai enjeu, voilà. Je pense qu'il faut limiter les temps démocratiques et pas les diluer dans un truc permanent où tu sais plus ce qui compte, tu sais plus où t'es, tu sais plus ce qu'on a décidé. Au fait, qu'est-ce qu'on a décidé? Enfin, tu vois, ça c'est...
Ça, c'est un peu une plaie des fois d'ailleurs dans le mouvement social. Je pense que nous, en tant qu'autogestionnaires, il faut qu'on réussisse à amener cette culture-là, que la démocratie, l'autogestion, non, en fait, c'est un truc vraiment qui s'organise un peu si on veut que les gens y adhèrent. Je pense qu'on mesure mal, d'ailleurs, des fois, attends, je parle trop encore, mais je pense qu'on mesure mal. Moi, j'ai un mauvais souvenir. Je ne sais pas si vous vous souvenez de Nuit debout en 2016. Vous vous souvenez de Nuit debout? Bon. En 2016. En 2016. Alors, Nuit debout, c'est typiquement le mouvement amoureux de lui-même, quoi. C'est-à-dire que vous avez donc une grève, un mouvement de grève de défense des retraites, et puis il y a Ruffin qui sort une idée géniale qui dit oui, on va tous se retrouver place de la République, puis on fera une sorte de forum et d'assemblée permanente, et on va appeler ça Nuit debout et tout. Bon, il y a plein de gens qui y vont. Alors ça marche en plus, les médias sont complètement fascinés par le truc, et du coup le machin devient place de la République à Paris, donc c'est énorme. T'as une foule avec des centaines de personnes, tu commences à avoir des stands et tout, puis des forums permanents, et puis ça devient le temple du logos, quoi, de la logorée permanente, du blabla. Et moi j'y suis allé, mais en fait ça m'a saoulé, quoi. Ça m'a super saoulé. Parce que tu te dis, mais. Et un truc amoureux de lui-même, c'est-à-dire qu'en fait les gens sont là, ils disent ah c'est formidable, on est là, on discute tous ensemble, on s'aime et tout, mais ils prennent pas du tout la mesure qu'en fait plein de gens sont venus à Nuit debout comme moi. Ils sont venus, ils sont restés 1 heure et ça les a saoulés. Ils se sont dit mais en fait on décide de rien, on fait rien, c'est juste de la logorée. Moi j'ai assisté à une AG et c'était un enchaînement de monologues. Donc il y avait des gens qui s'inscrivaient, qui montaient à la tribune, qui disaient ouais alors moi voilà, j'ai envie de dire je suis pas content parce que ceci, cela, ok, next. Voilà. Après, ouais bonjour, je vais vous lire une poésie, ok, next. Après, ouais alors je voulais dire que moi je suis inscrit dans la commission bidule, alors j'ai raté 3 réunions, donc c'est pas de ma faute, mais on a dit des trucs quand j'étais pas là, je suis pas d'accord. Bon, ok, next. Là tu te dis, mais c'est du délire quoi. Donc, je vais aller prendre une bière, je vais revenir pour voir si ça. Non, ça continuait comme ça tout le temps quoi. Et en fait, moi j'ai vu plein de gens, alors en banlieue où j'habite, t'avais plein de gens, quand tu leur parlais de Nuit debout, ils disaient ah non mais c'est de la merde et tout. Ils voulaient bien faire un truc, mais ils voulaient surtout pas que ça ressemble à Nuit debout à Place de la République, tu vois, par exemple. Donc on a fait Montreuil debout, bon ça n'a pas du tout marché hein, par ailleurs, mais on fait Montreuil debout, mais on voulait que ça ressemble pas du tout à cette espèce d'agora permanente où tu te donnes l'impression de faire un truc génial, alors qu'en fait c'est juste une addition de monologues où chacun est là pour se donner en spectacle. C'était pas possible ça. Et donc, je pense qu'il faut qu'on fasse attention, nous en tant que militants, à pas du tout être dans un truc genre amoureux de nous-mêmes, ah c'est formidable, on a débattu, on a libéré la parole et tout. Non, t'as plein de gens, ils viennent et ils vont rester s'ils ont l'impression que ça sert à quelque chose, quoi. Voilà. D'ailleurs, je vous invite à regarder un petit documentaire qui est vachement chouette, qui fait vachement réfléchir sur la démocratie, qui s'appelle Commune Commune, qui est un documentaire sur l'expérience municipale de Saillant, dans la Drôme, qui est une ville où il y a eu à un moment donné un truc de démocratie participative, voilà, avec une équipe municipale très à gauche, qui a un programme très à gauche, mais qui a aussi un programme de participation avec des assemblées populaires, des ateliers participatifs, machin, donc il y a tout un échafaudage démocratique et tout. C'est très intéressant parce que ils font venir y compris, parce qu'ils n'y connaissent rien, enfin ils débarquent complètement, ils improvisent, donc c'est assez marrant aussi à voir. Et ils font venir une sorte de professionnel de l'éducation populaire, mais qui leur dit des choses très sensées, je trouve, hein, qu'on doit écouter en tant que militant, qui leur dit, écoutez, si vous voulez que votre assemblée générale, elle rate, il y a des trucs à faire. Hein. Mais si vous voulez pas qu'elle rate, moi je vous conseille un truc, c'est, il y a des habitants, ils vont venir, ils ont aucun rapport à enfin, ils savent pas ce que c'est qu'une assemblée générale, ils connaissent que, voilà, être devant leur télé et tout, quoi. Donc je vous préviens qu'ils vont venir, ils vont dire des trucs et ils vont dire des conneries, quoi. Et là, il faut que personne rigole. Parce que s'il y a quelqu'un qui rigole, là, je peux vous dire que la personne, elle ne reviendra pas, quoi. Donc, ça s'apprivoise aussi. Donc, ils donnent plein de conseils comme ça et tout. Je me dis, putain, mais quand on est autogestionnaire, il faut réfléchir à ces trucs-là, quoi. C'est vraiment extrêmement important. Il va dire, il y a des gens qui vont venir, ils vont commencer par être en colère et ils vont poser leur steak voilà, en disant des conneries quoi, qui servent pas forcément le collectif, on va dire. Il faut les écouter, il faut leur donner la possibilité de s'inscrire dans le truc, parce que sinon ils ne viendront pas. Voilà. Et après, je dis ça, mais c'est aussi plus compliqué que ça, quoi. Il y a aussi un moment donné où il faut que l'Assemblée Générale sache aussi
s'expurger de certains éléments qui vont être en fait uniquement là pour saboter l'Assemblée générale. Ça existe aussi, faut pas être naïf, quoi. Mais bon, voilà. Je parle trop. Hein. C'est simplement qu'on disait qu'on allait conclure, parce qu'on est à 1h15, 1h20 d'échange. Oui, oui, oui. Est-ce qu'on peut si ça te va? Ah bah moi ça me va très bien, il n'y a pas de souci. Hein. Pas de souci si ça vous suffit. Je vous ai assommé là. Et puis du coup on conclut le côté en gros officiel, mais on peut toujours voilà, discuter les uns les autres. Le local reste ouvert jusqu'à 18h. Bon, Guillaume va falloir qu'il parte un moment, mais si vous voulez parler avec lui, il va falloir le faire avant. Ouais, je pars au plus tard à 6h moins le quart, donc ça va. Voilà, il y a encore du temps. Donc, voilà, et si vous voulez le livre, il est disponible, hein, on en a apporté une pile, voilà, il est à 5 €. Et c'est là-dessus que je N'hésitez vais pas. enchaîner. Merci beaucoup à Guillaume d'être venu, d'avoir pris son temps, d'avoir accepté. Merci. Merci à vous tous et toutes d'être venus, d'avoir contribué à ce temps-là, d'avoir apporté réflexion, etc., même s'il n'est pas complètement terminé. Merci beaucoup à local de la commune. Je peux le dire parce que je ne suis pas dans le local de la commune, je suis BCL. Donc merci beaucoup au local de la commune d'avoir accueilli cet espace-là. Que dire d'autre? Vous avez une petite table de presse ici où du coup vous pouvez retrouver le bouquin de Guillaume Davange, des questions sur l'anarchisme. Où je serai. Il y a aussi les dernières éditions de nos journaux, des journaux respectifs de l'AFA et de l'UCL, Alternative Libertaire et Le Monde Libertaire, ainsi que les brochures qui présentent la base des idées politiques de nos deux organisations. Voilà. Est-ce qu'il ne faudrait pas faire circuler un chapeau peut-être? Ah oui, bah si vous voulez